chers amis, bonjour. On est très très content de retrouver Pierre-Yves Marion pour ce webinaire consacré à la réaction de Jerry Schexheimer. Il a intitulé De l'art de danser sur un champ de mine. Il va nous expliquer pourquoi. On est très content parce que Pierre-Yves Marion a une grande expérience en matière de Lyme. Il a exercé en tant que médecin généraliste en France et en Allemagne de nombreuses années. Il a accumulé une grosse compétence par la formation et par la pratique. Il a soigné de très nombreux patients durant sa carrière en tant que médecin. Et aujourd'hui, il est coach pour les malades Lyme et MVT en Alsace. Il a accepté à notre demande de centrer son exposé sur l'effet de Herx, qui reste mal connu par la plupart des patients Lyme et qui peut être un phénomène très déstabilisant lorsqu'il survient, on le sait tous, conduisant même des malades à arrêter des traitements pourtant efficaces. Donc, sans plus de suspense, Pierre-Yves, the floor is yours, comme ils disent les Anglais. Si vous voulez partager votre écran, et donc, je ne l'ai pas précisé, mais on ne vous entend pas forcément si vous parlez. Là, normalement, vous devriez pouvoir D'accord, m'entendre. d'accord, super. Donc, si vous pouvez partager votre écran, et pendant que vous le faites, je précise simplement pour tout le monde que on recueille vos questions sur le chat et à l'issue de votre présentation, Pierre-Yves, vous aurez donc la possibilité de poser vos questions, ou du moins, si vous le voulez bien, parce qu'on attend quand même beaucoup de monde, on a déjà beaucoup de monde de connectés, je le ferai, je ferai une synthèse avec Nathalie des questions. On prendra peut-être pas toutes les questions parce qu'on sait qu'il peut y en avoir beaucoup et on ne veut pas rester jusqu'à minuit, mais globalement, posez vos questions sur le chat, on fera un tri et les questions qui n'auront pas été reproduites en direct, Pierre-Yves, on vous mettra peut-être à contribution pour essayer d'y répondre hors ligne. Voilà, d'accord? Ça marche. Encore une fois, merci à vous. Moi, je vous applaudis d'avoir accepté ce défi. C'est pas tout d'accepter le défi, encore faut-il réussir. Oh non, On va on n'est pas essayer. inquiet pour ça. On n'est pas inquiet pour ça. On vous connaît bien. Ouais. Donc, c'est à moi? Oui, allez-y, allez-y, allez-y. Ok, on est parti. Donc, déjà, bonsoir à tous et aussi à toutes, hein. D'abord, merci à l'équipe de France Lyme d'héberger ce webinaire. Merci à vous d'être présents. Donc, j'ai proposé en fait le sujet de la réaction de Jerry Schexheimer pour plusieurs raisons, hein, que j'espère bonnes, à savoir que c'est quand même un problème qui est rencontré par la très grande majorité des malades, donc personne n'aura l'impression d'écouter pour rien. L'autre chose, c'est que de mon expérience, il y a beaucoup d'endroits où un thérapeute est franchement utile. Malheureusement, la réaction de Jerry Schexheimer c'en est un où on reste quand même énormément sur le banc de touche, hein. Ce sont les malades qui sont en première ligne. Ce sont eux qui se prennent le plus gros, on va dire, du dommage physique et psychologique que ça peut représenter. Et c'est aussi ceux qui sont à même de réagir de la manière la plus prompte possible. Je veux dire, quand le herx vous arrive sur la figure, vous n'avez pas forcément toujours le thérapeute à portée de main pour vous aider à le gérer. Donc c'est vrai qu'à mon avis, c'est probablement là l'élément de Lyme où vous êtes, je dirais, le plus livré à vous-même et où c'est important d'avoir les bons réflexes. Voilà. Donc, euh, pour ce qui est du sous-titre, l'art de danser sur un champ de mine, c'est parce que, voilà, pour en avoir fait l'expérience deux ou trois fois, il y a parfois des moments où on a l'impression que où qu'on mette les pieds, ça se terminera toujours par une explosion. C'est une apparence. Il y a quand même des endroits où on peut danser et en général s'en sortir en un seul morceau. Donc, comme ça s'adresse à pas mal de monde, je me permets de rappeler quelques bases de la maladie de Lyme et de la réaction de Jerry Schexheimer avant de rentrer dans les sujets les plus pointus. Donc voilà, commençons par enfoncer les portes ouvertes. Le fait que Lyme est une maladie multifactorielle, je pense que maintenant presque tout le monde est au courant. Pour ceux qui ne le sont pas,
Ça fait malheureusement partie du charme de cette maladie, à savoir que vous ne vous battez pas simplement contre une infection, vous vous battez contre plusieurs infections, plus des facteurs environnementaux, plus d'autres casseroles supplémentaires, et c'est souvent une des raisons pour lesquelles un traitement standard ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas transposer l'expérience d'un malade sur un autre malade et vous attendre à avoir le même résultat. C'est souvent malheureusement la limite pour laquelle les commentaires, les bouquins et tout ça, ça marche pas à tous les coups, hein. Il y a toujours des retouches à faire d'un malade à un autre. Autre chose importante à savoir, c'est que Lyme n'agit pas, ne crée pas directement les symptômes. Beaucoup de gens voient un peu Lyme comme le choléra ou la peste ou d'autres trucs dans ce goût-là. Ça vient, ça vous bouffe. C'est plus compliqué que ça. Elle crée, Lyme, à la base, elle ne vous trouve pas particulièrement mangeable. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fabrique des toxines qui vont exciter et détraquer votre système immunitaire. Et c'est ça qui va produire l'inflammation et c'est l'inflammation qui va produire les symptômes. C'est important à garder en tête parce que si maintenant vous aviez une baguette magique qui supprimerait toutes les bestioles de votre organisme, les toxines sont toujours là. Ce qui veut dire donc que vous n'allez pas guérir d'un coup. Il va falloir le temps de virer les toxines. Et même une fois que vous avez viré les toxines, il faut aussi un certain temps pour que les globules blancs se remettent d'aplomb, recommencent à filer droit. Ce qui fait que vous pouvez avoir une grosse inertie entre le moment où vous changez quelque chose et le moment où vous en récupérez les fruits. Voilà. Un mot qui revient souvent avec Lyme, c'est patience. Donc, pour revenir plus proche du sujet, le problème, on va dire, majeur et la raison pour laquelle la réaction de Jarry-Herxheimer existe, c'est que quand vous allez un bon traitement de Lyme, vous ne pouvez pas faire l'économie de devoir massacrer les bestioles à l'origine de vos problèmes. Si vous tuez ces bestioles, elles vont pas forcément bien le prendre, soit elles vont libérer des toxines pour se défendre, soit le simple fait de mourir va libérer des toxines dans votre organisme. Et malheureusement, plus il y a de toxines, plus il y a de symptômes. Donc, c'est pour ça que le principe de la réaction de Jarry-Herxheimer, c'est vous vous traitez et au lieu que ça aille mieux, ce qui était normalement le plan, vous allez voir s'aggraver vos symptômes, voire apparaître de nouveaux symptômes, soit que vous aviez eu bien avant dans votre historique, soit que vous n'aviez jamais eu auparavant. Et ça peut, je dirais, clairement décontenancer, puisque normalement, je me soigne, je devrais aller mieux. Bon. Une fois de plus, c'est pas aussi simple que ça. Pourquoi est-ce que vous avez pourquoi est-ce que vous avez soit l'apparition de nouveaux symptômes, soit l'aggravation des symptômes? C'est tout simplement parce que des fois, les toxines apparaissent dans les tissus qui sont déjà clairement bien infectés, donc le niveau monte, soit ça peut être dans des tissus qui sont colonisés par les différentes infections, mais qui jusqu'ici n'avaient pas vraiment trouvé un intérêt à s'exprimer. Et donc, vous avez de nouveaux symptômes qui apparaissent parce que ce qui était auparavant un foyer dormant devient un foyer actif. Voilà. Donc ça, je dirais, c'est le principe de base de la réaction de Jarry-Herxheimer. Comment dire, après, ça vous avance pas trop quand il s'agit de gérer cette réaction. Donc moi, vis-à-vis des malades avec lesquels je discute, j'ai trouvé une analogie qui aide quand même à se faire une bonne représentation de ce que c'est, et c'est le problème de la baignoire. Alors, je ne sais pas si on le fait encore en mathématiques, mais à mon époque, j'en ai pas mal mangé. Donc, à l'école, pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement des débits, on vous présente une baignoire d'un certain volume. Il y a un robinet qui va créer votre débit d'entrée, un siphon qui va vous donner le débit de sortie. Et sur la base, on va dire, du débit d'entrée, du débit de sortie et du volume de la baignoire, calculer quand la baignoire va déborder. Voilà. Donc, pour vous aider à fixer l'analogie,
Le débit d'entrée, c'est la quantité de toxines qui vont être produites. Le débit de sortie, c'est la quantité de toxines que vous allez pouvoir évacuer. Et la baignoire, c'est vous. Donc, bien entendu, hein, je veux dire, quand vous avez Lyme, vous avez des symptômes. Donc déjà, votre baignoire, elle n'est pas complètement vide à la base. Mais quand vous allez commencer à démolir de la bestiole, forcément, le robinet va s'ouvrir beaucoup plus vite. Et si le siphon n'est pas capable d'assumer, eh ben, graduellement, ça monte, ça monte, ça monte. Et puis, vous avez donc la réaction de Jarry-Herxheimer, c'est-à-dire le moment où vraiment les symptômes ne sont plus supportables. Et à ce moment-là, en règle générale, vous demandez exactement si ça valait bien le coup. C'est un petit peu, c'est un petit peu, on va dire, le cœur du problème. Et donc, ça aide, on va dire, d'avoir cette idée de la baignoire parce que ça vous explique hein, que gérer une réaction de Jarry-Herxheimer, c'est gérer les entrées, c'est gérer les sorties. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça, finalement, au moins sur le principe. Et donc, quand vous, dans votre salle de bain, vous avez votre baignoire qui déborde, le premier réflexe, ça reste quand même de fermer le robinet. Voilà. L'avantage, on va dire, de cette représentation aussi, c'est qu'elle vous permet quelque part de comprendre pourquoi l'image d'Épinal de la réaction de Jarry-Herxheimer, ça correspond rarement au vécu des malades. C'est-à-dire que comment dire, souvent dans les bouquins, quand on vous parle du Herx, on vous dit bon bah ça survient 2 à 3 jours après le début du traitement, ça dure quelques jours et puis après voilà. Et c'est pas du tout l'expérience de la grande majorité des malades, surtout ceux qui ont déjà pas mal de kilométrage. Ça, on va dire, cette réaction témoin, on va dire, ça arrive quand vous avez des émonctoires qui fonctionnent correctement et que, au final, vous n'avez pas tellement de bestioles à tuer. Mais si vous avez, disons que là, pour le coup, votre baignoire, elle est quasiment vide. Le temps, on va dire, que la baignoire déborde va vraiment dépendre du débit d'entrée, du débit de sortie. Donc, vous pouvez avoir des réactions de Jarry-Herxheimer qui vont survenir non pas 2-3 jours après, mais 2-3 semaines après, tout simplement parce que ça a mis un certain temps d'arriver à saturation. De même, si vos émonctoires sont tout pourris et que grosso modo votre siphon est bouché, vous aurez beau arrêter le traitement, le niveau de votre baignoire, il ne va pas baisser. Donc, dès que vous allez essayer de réessayer un nouveau truc, vous aurez un nouveau débordement et vous allez à nouveau en mettre partout. C'est pour ça que les gens, on va dire, qui ont des réactions de Jarry-Herxheimer qui durent 1-2 mois d'affilée, je veux dire, c'est pas impossible, hein. C'est préoccupant, mais c'est pas impossible. Donc, voilà. Il y a la théorie, il y a la pratique, et la pratique, c'est qu'on n'a pas tous la même tuyauterie à ce niveau-là. Voilà, donc ça, c'était, on va dire, le principe de base. Après, malheureusement, il faut garder en tête, en plus de l'immense variété d'un malade à un autre, le problème des complications. C'est pas aussi simple que ce que j'aime présenter, mais au moins, quand c'est simple, on retient. Surtout quand on a des problèmes de mémoire. Donc, dans comment dire, dans la vraie vie, il y a 2 principaux obstacles auxquels il faut quand même, enfin, qui arrivent à peu près tout le monde. Le premier, c'est la variation dans la production des toxines. C'est-à-dire que vous allez prendre un traitement en général en continu. Et pourtant, malgré le fait que vous prenez tous les jours la même dose, il y a des jours où ça va passer et des jours où ça ne va pas passer. C'est parce que, malheureusement, on va dire, la quantité de bestioles vulnérables à votre traitement, ça peut changer d'un jour à l'autre. Parce qu'en fait, les bestioles, elles ont leur cycle d'activité, elles ont leur cycle de veille, et plus elles sont actives, plus elles sont vulnérables. Donc, quand la bestiole est en pic d'activité, la même dose de, je sais pas, Carder sauvage, Artemisia annua, et ainsi de suite, va en fait tuer beaucoup plus de bestioles, ce qui veut dire produire beaucoup plus de toxines.
En plus, on va dire, du problème de l'horloge interne, il y a aussi le fait que vous pouvez vous-même déclencher ce genre de pic d'activité si vous ne faites pas attention, ce qui est humain, mais c'est vrai que voilà, vous faites des écarts alimentaires, vous accumulez du stress, vous dormez pas assez. Lyme, elle va voir en fait comment dire, elle va voir il y aurait peut-être un instant de faiblesse. Elle va essayer de reconquérir le terrain que vous êtes en train de lui faire perdre. Elle va se prendre le traitement dans la figure et paf, réaction de Jarry-Herxheimer. Donc, il faut soi-même, on va dire, avoir conscience que c'est pas parce qu'on vous a donné un traitement avec une posologie et ainsi de suite, ça va pouvoir marcher 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en toutes circonstances. Voilà, je veux dire, les circonstances changent, la stratégie doit changer en même temps si vous voulez pas justement qu'à un moment il y ait un blême. L'autre problème qui est rencontré par la plupart des gens, c'est le fait que malheureusement, on va dire, on peut visualiser l'histoire de la baignoire, robinet, siphon, mais en fait, dans votre corps, l'élimination des toxines, ça se fait compartiment par compartiment, c'est-à-dire que vous avez une espèce de chaîne de baignoire qui se vide les unes dans les autres. Et si à un moment, il y en a une qui se vide dans une qui est déjà pleine, là, vous aurez quand même un herx, malgré le fait que vous avez l'impression d'avoir fait tout comme il fallait. Donc, c'est pas tout, on va dire, d'éliminer des toxines, il faut aussi essayer de les éliminer de manière intelligente, ce qui est plus facile à dire qu'à faire. Comment dire, le gros problème, on va dire, qu'on peut avoir à ce niveau-là, c'est que, comme je dis, on n'a pas moyen d'évaluer le degré de saturation de l'une ou l'autre étape jusqu'à ce qu'on se soit pris la réaction de Jarry-Herxheimer dans la gueule. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a des gens qui font des herx, non pas parce qu'ils ont tué des bestioles, mais juste parce qu'ils se sont contentés de déplacer les toxines d'un compartiment à un autre. Donc, pour donner, on va dire, un exemple, là, comme ça, vous essayez à tout prix de sortir les toxines de votre cerveau, parce que c'est là qu'elles vous font du mal. Et quand elles arrivent au niveau du foie, le foie affiche complet. Donc, qu'est-ce que vont faire vos toxines? Elles n'ont nulle part où aller. Elles retournent à la maison. Hein, et vous leur aurez simplement offert un petit circuit durant lequel elles vous auront bien secoué, mais au final, vous n'aurez rien éliminé, quoi. Voilà. Donc, c'est important de garder en tête que la détox, c'est une chaîne et qu'une chaîne ne tient que par son maillon le plus faible. Voilà. Donc, maintenant, passons au contrôle des entrées, où là, tout l'art subtil justement de danser sur un champ de mine trouve vraiment son expression la plus noble, c'est-à-dire que le contrôle des entrées, la production des toxines dépend totalement de la quantité de bestioles que vous allez pouvoir tuer. Et c'est là, on va dire, où c'est compliqué, parce que quand vous commencez un traitement, vous ne savez pas forcément combien de bestioles il y a, combien de bestioles sont vulnérables au traitement, et ainsi de suite. En bref, c'est un peu, on va dire, un saut dans le vide partant de brouillard, quoi. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que tous les malades sont passés à un moment ou un autre par une étape de ce type-là. Hein. Les premières fois où on rencontre son herx, en règle générale, on essuie un petit peu les plâtres. Mais il y a des techniques derrière. Donc, moi, là encore, pour essayer d'expliquer aux gens la façon dont... Bon, je parle de mes traitements, hein, je veux dire, mais ça peut valoir pour à peu près tous les autres. Je dis souvent aux gens, apprenez la pêche à la ligne parce que c'est le meilleur moyen de comprendre ce qui se passe. Quand vous faites de la pêche à la ligne, vous flairez un poisson, vous vous rendez compte que le poisson n'a pas particulièrement envie de finir dans l'épuisette et il va commencer à s'agiter. Mais il ne peut pas s'agiter en permanence. À un moment, il s'épuise, il faut qu'il recharge ses batteries. Et donc, c'est à vous, en fait, de vous adapter au fonctionnement du poisson. Quand il s'agite, il ne faut pas tirer comme un malade sur la gaule, sinon la ligne, elle casse et vous n'aurez toujours rien à manger. Ce qu'il faut faire, c'est laisser filer.
Et puis une fois qu'il est fatigué, vous rembobinez. Et puis il va recommencer à s'agiter, vous allez à nouveau le laisser filer, puis vous rembobinez, et vous faites ce va-et-vient jusqu'à ce que le poisson soit dans l'épuisette. Voilà. En règle générale, là encore, l'analogie est quand même pas mal. C'est vraiment de manière à pouvoir vous expliquer que vous devez un peu surfer sur la vague du comportement de l'infection pour pouvoir arriver à votre objectif avec le moins de casse possible, littéralement. Donc, euh, contrôler les entrées, c'est donc modifier la posologie du traitement. Là encore, hein, chaque traitement a sa propre pharmacocinétique, ce qui fait qu'il n'y a pas de schéma qui soit vraiment applicable à tous les traitements, à tous les malades et ainsi de suite. Personnellement, je dis quand même aux gens que il est préférable d'interrompre complètement les traitements, puis ensuite de les reprendre à demi-dose pour des laps de temps variables en fonction des thérapeutiques. Là encore, hein, c'est pas très populaire auprès de beaucoup de thérapeutes parce que, en règle générale, ce morceau-là du traitement, c'est quand même un petit peu eux qui proposent le schéma. Mais voilà, de mon avis, il n'y a personne qui est vraiment en mesure de pouvoir estimer, on va dire, la situation en dehors du malade parce que c'est clairement, on va dire, lui qui est aux premières loges et c'est lui qui va de toute façon devoir apprendre justement à gérer ce taux de toxine. Et comme dit, hein, quand vous avez une baignoire qui déborde, vous ne fermez pas le robinet à moitié, vous le fermez complètement. Là où ça devient vraiment acrobatique, c'est que vous ne pouvez pas interrompre le traitement trop longtemps parce que si vous interrompez le traitement trop longtemps, les bactéries peuvent se réactiver. Et si elles se réactivent et que le niveau de toxine n'est pas encore suffisamment descendu, ben, elles vont redécouvrir un monde qui est beaucoup plus agréable pour elles. Et arrive alors ce que moi j'appelle l'effet cliquet. C'est-à-dire que les gens, ben, ils prennent leur traitement, ils sont malades comme des chiens, ils arrêtent leur traitement et ils sont encore plus malades qu'avant de l'avoir commencé. C'est pas, on va dire, que le traitement leur a fait des dommages permanents, c'est simplement que, voilà, Lyme est paresseuse et opportuniste et parce que vous avez interrompu le traitement trop longtemps, vous lui avez offert une opportunité en or de passer la seconde. Vous avez dit, hein, c'est artistique, c'est élégant. On a parfois un peu l'impression que, quelle que soit la direction dans laquelle on va se prendre une taloche. Mais c'est un apprentissage et je dis ça, voilà. Après les premières escarmouches, on commence quand même à avoir une certaine expérience. Mais là encore, c'est pas transposable d'un malade à un autre, donc c'est vraiment le genre de boulot où c'est à vous de transpirer. Après, je vais pas dire, hein, les conseils d'un vétéran, c'est quand même appréciable. Donc, l'autre pan du problème de la baignoire, c'est contrôler les sorties. Là, on est déjà dans quelque chose de plus balisé, de moins polémique, hein, à savoir le monde merveilleux de la détox. Hein. Je reste intimement persuadé que voilà, vous ne pouvez pas être thérapeute Lyme sans avoir une très bonne connaissance exactement des voies de détoxification et autres trucs dans ce goût-là, parce que sinon, voilà, si vous proposez juste de quoi tuer les bestioles, mais sans gérer l'évacuation des cadavres derrière, en règle générale, on va dire que le retour sur investissement, il n'est pas stellaire, hein, clairement. Donc, en dehors, on va dire, du concept basique de la détox, là aussi, quelque chose que la plupart des Lyme vétérans ont déjà éprouvé, une chose qu'il faut vraiment garder en tête, c'est qu'il y a une autoroute pour les toxines de Lyme, et c'est on va dire, c'est le foie, quoi. Enfin, c'est le foie, vésicule biliaire, intestin, ce qu'on appelle le cycle entéro-hépatique. C'est là que la grande majorité des toxines vont atterrir, et c'est là où c'est quand même le plus facile de s'en débarrasser pour l'organisme. Après, une fois, on va dire que votre foie est saturé, que vos intestins sont poreux et compagnie, ben là, le système va essayer de solliciter les autres émonctoires pour vos cheveux et compagnie, mais c'est certain qu'ils n'ont jamais été conçus
pour assurer un débit pareil. Donc, vraiment toujours garder en tête que si vous avez une réaction de Jarry-Herxheimer, comment dire, les maillons de la chaîne qui sont probablement ceux qu'il faut chouchouter le plus, c'est système lymphatique, foie, voie biliaire, intestin. Bon, les toilettes n'ont jamais fait de réaction de Jarry-Herxheimer à ma connaissance. Donc, à partir du moment où ça arrive dans les toilettes, vous avez terminé votre boulot. Mais comment dire, le problème, c'est vraiment que c'est parfois plus facile à dire qu'à faire parce que, je dis, quand vous avez un Lyme bien ancien, bien ancré, votre foie peut pas forcément fournir beaucoup plus de chevaux qu'il en fournit déjà. Vos intestins réabsorbent la moitié de ce que vos voies biliaires ont bien voulu déverser à l'intérieur. Donc, c'est difficile de mettre en place un protocole détox qui soit vraiment applicable à tout le monde en toutes circonstances. Il y a quelques trucs qui peuvent jamais faire de mal, mais là encore, il ne faut pas oublier que si maintenant vous décidez de travailler sur votre foie, faut être sûr que en aval, ça va suivre. Si vous, d'ailleurs, bon, je pense parmi l'auditoire, il y en a certainement déjà certains à qui on a dit non, mais tu sais, les drainages lymphatiques, ça va te faire un bien fou. Ils les font et pendant 3-4 jours, ils sont malades comme des chiens parce que tout ce que la lymphe a drainé, c'est arrivé dans le foie et le foie, il a dit niet camarade, quoi. Voilà. Donc là encore, hein, on va dire, je ne crache pas sur le travail que vous pouvez faire au niveau transpiration, hydratation et compagnie, hein. Chaque petit bout aide, mais c'est vrai que si vous vous occupez pas on va dire, de l'itinéraire principal, c'est pas l'itinéraire de délestage qui va pouvoir gérer le trafic, clairement. Voilà. Donc, là encore, j'essaye de faire simple sur un sujet compliqué, hein, donc ne tuez pas le messager. Moi, j'ai vraiment 4 règles que j'essaye de faire rentrer en tête en ce qui concerne la détox. D'abord, la règle numéro 1, c'est vous détoxifiez jamais assez. Il y aura toujours de la toxine à virer tant que vous avez la bestiole à l'intérieur de votre organisme. Donc, c'est vrai que les trucs qu'on voit souvent passer du type il faut faire des pauses dans la détox et autres machins dans ce goût-là, quand vous avez Lyme, je pense pas que ce soit une bonne idée. Parce que ça équivaut, grosso modo, pour reprendre l'analogie de la baignoire, à mettre un bouchon sur le siphon alors que le robinet est ouvert à fond. En général, ça se termine pas très bien. Donc, après des rotations, pourquoi pas, mais c'est vrai que les pauses, moi, voilà, j'ai déjà essayé avec pas mal de gens qui étaient prêts à se lancer dans l'expérience. Rapport bénéfice-risque défavorable, clairement. Donc, la règle numéro 2, il n'y a pas de miracle. Bon, ça fait un petit peu écho à ce que je vous disais au début, hein. On va dire un soulagement instantané de votre réaction de Jarry-Herxheimer, ça peut arriver. À ce moment-là, Mazel Tov, mais en règle générale, il y a un temps de latence entre le moment où vous allez agir et le moment où vous allez être soulagé. Ça peut être 24 heures, ça peut être 48 heures. Là encore, ça dépend énormément du niveau de coopération de vos émonctoires. Et donc, parfois, je veux dire, il faut quand même insister avec beaucoup de détox avant de pouvoir revenir à peu près au statu quo antebellum. Le corollaire, c'est la règle numéro 3, restez souple. Le problème avec vos réactions de Jarry-Herxheimer et la détox, c'est que ça ne va pas forcément toujours bouchonner à la même étape, en particulier au fur et à mesure que vous avancez dans le traitement. Donc, c'est vraiment pas suivre, on va dire, votre protocole de détox que vous avez depuis 1 an maintenant pour vous occuper de Lyme, alors que vous sentez qu'au niveau toxine, c'est en train de remonter. C'est bon, la fidélité et la résilience, c'est toujours bien, mais passer un certain niveau, on va dire, ça devient plus de l'entêtement. Donc, il ne faut pas hésiter, là encore, on détoxifie jamais assez. Ça vaut le coup de faire des expériences, de se poser des questions, savoir est-ce qu'il n'y a pas un autre endroit où ça grince, et ainsi de suite. La maladie s'adapte, il faut vous adapter aussi.
Enfin, dernière arrivée dans mes règles de détox, dans le doute, vérifier les intestins. Donc, comme je vous l'avais montré, enfin voilà, les intestins, c'est un petit peu la dernière étape avant l'élimination complète. Donc, en règle générale, quand vous avez des réactions de Jari-Schirchheimer qui sont absolument ingérables, où vous avez comment dire, où vous pouvez pas prendre un iota comment dire, de traitement et que 2 mois après, vous avez encore l'impression de sentir le herx, disons que c'est un des rares cas où il vaut mieux arrêter de se focaliser sur Lyme, se concentrer sur la dysbiose intestinale et revenir à Lyme une fois qu'on a dégagé le terrain. Parce que, je dis, on est d'accord, hein, parfois ça peut quand même bloquer à plein d'autres endroits, mais statistiquement parlant, quand vous êtes vraiment dos au mur et que vous avez l'impression de plus avoir aucune option qui soit viable, c'est en général au niveau de la tripe que vous pouvez encore agir, même si ça peut aussi provoquer des réactions. Donc voilà. Euh, donc ça, c'était pour la détox. Alors, dernière comment dire, dernière diapo que que j'ai un peu rajouté, enfin que j'ai rajouté vraiment tout dernier, c'est n'ayez pas peur. Alors ça peut paraître, enfin dire ça à des gens qui sont quand même la plupart du temps anxieux, ça peut paraître un petit peu contre-productif, mais je me suis vraiment rendu compte durant mes consultations qu'à force de décrire par le menu le fonctionnement de la réaction de Jari-Schirchheimer, la plupart des gens en fait ils voulaient plus prendre de traitement, ils avaient trop la pétoche. Ce qui est un peu contre-productif vu la branche dans laquelle je me trouve. Donc, je me suis très vite rendu compte qu'il fallait quand même. Il faut comprendre que la réaction de Jari-Schirchheimer est un adversaire respectable. Hein. Il faut avoir conscience de ce qu'elle implique, mais il ne faut pas que ça vous paralyse à l'inaction parce que un autre truc que je sors souvent, c'est avec Lyme, la seule connerie à pas faire, c'est rien faire, clairement. Donc, quelques petits rappels, histoire on va dire que vous n'attribuiez pas à la réaction de Jari-Schirchheimer des pouvoirs qu'elle ne possède pas. La première, c'est que un herx ne tue pas. Alors je sais qu'il y a toujours des histoires qui circulent de gens qui ont fait des herx dévastateurs, se sont retrouvés aux urgences. Une semaine plus tard, ils étaient canés et d'autres trucs dans ce goût-là. Enfin, bon, en tout cas, j'en entendais il y a 10 ans de ça. Moi, voilà, ça fait 11 ans maintenant que que je fais le job. Un herx mortel, j'en ai jamais vu un. Jamais, clairement. Donc peut-être que c'est parce que je les gère comme un chef, mais en tout cas, à ma connaissance, les rares cas documentés que j'ai vus aux États-Unis, c'est moins le herx qui a tué les gens que le passage aux urgences. Bah, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais disons que Lyme, elle n'a aucun intérêt à vous voir crever, mais c'est vrai qu'elle peut, des fois, on va dire, face à l'incompétence de certains médecins, elle a un peu du mal à assurer la survie de son hôte. Voilà. Donc ensuite, voilà, il faut quand même toujours qu'il y ait un bon côté. Un herx, c'est plutôt bon signe. J'ai beaucoup de gens qui me posent la question, mais est-ce que j'ai vraiment Lyme? Est-ce que le traitement est efficace? Bon, bah, quand vous faites un herx, vous avez la réponse aux deux, clairement, plein dans votre gueule. Ah oui, j'ai oublié un autre truc que j'ai oublié de dire quand même, parce que histoire de pas trop minimiser, un herx ne tue pas. Il peut vous faire regretter de ne pas être mort, il peut vous faire croire que vous allez mourir, mais il vous tuera pas. Donc voilà, gardez en tête que Lyme, elle est très douée pour vous faire croire que quand vous êtes en train de gagner, vous êtes en train de perdre. Ne vous laissez pas avoir. Donc oui, je revenais donc sur le R, c'est plutôt bon signe puisque quelque part, c'est le moment où vous allez avoir le lien de cause à effet entre les symptômes que vous endurez et l'hypothèse de travail qu'on avait au départ, à savoir que c'est une infection qui est en train de vous pourrir l'existence.
Voilà, si vous êtes dans le doute et que après un certain temps, le traitement vous met dans un état qui vous fait maudire votre thérapeute jusqu'à la 7e génération, vous pouvez au moins souffrir avec la conviction que vous savez que vous allez dans la bonne direction. Faible consolation, mais il faut faire de nécessité vertu. Voilà. Ensuite, donc, une autre chose à comprendre, c'est que un herc se gère progressivement. Comme je l'avais dit, euh, à ma connaissance, je ne connais pas de malade qui peut vous dire, ouais, moi, dès le premier coup, mon herc, je l'ai géré comme sur du papier à musique, et ainsi de suite. Enfin bon, personne, hein, enfin voilà, il y a des gens qui peuvent toujours aimer mentir, hein, mais je peux vous assurer que les premières fois, hein, comme dans beaucoup d'autres choses, on se sent un peu cruche et la plupart du temps, on ne fait pas un score de 100%. Il y a une courbe d'apprentissage. Au fur et à mesure que vous allez endurer vos ERCs, bah, vous allez en apprendre un petit peu plus sur comment votre corps réagit, comment la maladie réagit, comment le traitement se gère. Et en plus, au fur et à mesure des étapes, il va y avoir de moins en moins de bestioles à tuer. Donc, ça va fonctionner mieux, hein. Le truc, on me dit, c'est de se souvenir que vous avez une baignoire à gérer, vous avez une pêche à la ligne à gérer. Euh, si du moment que vous gardez ces principes en tête, après, les réflexes, ils vont venir tout seuls comme des réflexes, quoi. Ma dernière chose à garder en tête aussi, c'est qu'un herx doit rester modéré. Le fait que vous ayez le signal, c'est bien. Le fait que le signal vous cloue au lit, ça ne l'est pas. Il y a quand même pas mal de catégories de malades qui pensent que plus ça fait mal, mieux, plus ça agit. En quoi ils n'ont pas tout à fait tort, hein. Ça veut dire qu'il y a plus de bactéries qui sont mortes. Youpi. Ce qu'ils ignorent, hein, c'est que plus votre corps est enflammé, moins le traitement est efficace. Donc, là, plus ça fait mal et moins ça agit. C'est tout l'art donc du herx, hein, c'est de le maintenir à un niveau d'intensité qui le rend compatible avec une existence à peu près valable. Là encore, ça dépend des malades. Quand on va dire vous êtes toujours, je sais pas, enfin quand vous travaillez plus et que c'est papa maman qui s'occupe de votre qui s'occupe de l'intendance et autres trucs dans ce goût-là, le fait d'être cloué au lit pendant 3 jours, ça peut sembler acceptable. Si par contre vous avez une vie professionnelle, plus encore les 2 gosses dont vous devez vous occuper, et ainsi de suite, forcément votre marge de manœuvre va diminuer. Donc j'aurais tendance à dire, ce que vous considérez comme étant tolérable, hein, c'est vraiment à votre entière discrétion. C'est pour ça que je vous dis, il y a des tas d'aspects de Lyme où votre thérapeute va vraiment être en mesure de pouvoir vous guider, où il y a juste à suivre les instructions, mais le HERX, ça se passe vraiment entre lui et vous. Ce qui veut donc dire que vous ne pouvez pas faire l'économie de la transpiration, de l'apprentissage, des inquiétudes et autres trucs dans ce goût-là. Mais comme tous les autres aspects de Lyme, plus vous en, on va dire, plus vous en décousez et plus vous allez pouvoir gérer le truc. Et au bout d'un certain temps, vous regarderez, on va dire, le terrain parcouru et vous verrez la progression. Vous verrez que vous êtes devenu meilleur à ce jeu. Voilà. Alors comme dit, hein, moi je suis pas un grand fan des conférences, donc c'est à peu près là que j'étais censé m'arrêter, histoire de laisser un peu plus de place aux questions. Donc voilà, maintenant c'est à vous. Par contre, Monsieur Maire, on vous entend pas. Alors, Frédéric. Alors, je cherche ta photo parce que je ne te vois pas. Plein ici. Voilà, là maintenant tu peux réactiver ton micro. Super. Merci Pierre-Yves pour tous ces conseils, en tout cas toutes ces réflexions. Moi, on a pas mal de questions et je vais commencer par 3 questions. On peut peut-être supprimer le partage d'écran pour se voir peut-être
peut-être pas en plus grand, mais je sais pas, voir un peu tout le monde. Voilà. Donc, Pierre-Yves, j'ai trois petites questions pour commencer, mais ça, c'est des questions rapides pour vous. Je pense qu'en quelques secondes, vous avez déjà répondu en grande partie. Après, il y aura des questions plus compliquées. Attention, on va monter en gamme, hein. Bon, les premières questions, c'est est-ce qu'on fait systématiquement un ERX? Alors, non, on va reprendre, on va dire, l'analogie de la baignoire. Si vous maintenez toujours à un débit d'entrée inférieur au débit de sortie, votre baignoire ne va jamais déborder. Donc, il peut y avoir des cas, je dirais, là encore, hein, plus votre lime est avancé, en général, moins ça risque d'arriver. Mais si par exemple, bah, vous avez un traitement qui dézingue pas beaucoup de bestioles, le débit d'entrée ne va pas augmenter de façon suffisamment significative pour que vous voyez un changement dans vos symptômes. Ça, c'est pas le bon cas de figure. Mais d'un autre côté, donc, comme dit, si vous avez des émonctoires de compétition, vous pouvez très bien vous ne jamais arriver au stade où la baignoire va déborder. Déborde, oui, c'est ça, oui. C'est une Alors, deuxième, possibilité. En oui. théorie, c'est une possibilité. En pratique, c'est quand même exceptionnel. Vous dites que c'est plutôt 90-10, c'est-à-dire 10% ou 20% des cas où les gens n'ont pas de herx du tout, mais en général, ils ont quand même plutôt des herx. Oui, oui. Après, Au moins une fois, quoi, c'est ça. voilà, le problème aussi, c'est que le herx, comme beaucoup d'autres choses avec Lyme, c'est très subjectif, hein. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens qui se sont plaints de ne pas avoir de herx, alors qu'en fait, bah, ils herxaient en permanence, hein. Je veux dire, Ouais. la production de toxines Le seuil était. de tolérance est différent. Le seuil de tolérance est différent suivant les gens, c'est ça, ouais. Voilà, voilà, c'est comme je dis, mais en règle générale, j'aurais tendance à dire que si vous trouvez un traitement qui arrive à massacrer les bestioles en quantité suffisante, même on va dire le foie le plus vierge qui puisse exister, l'intestin le plus étanche va quand même avoir du mal à tenir la cadence. Est-ce qu'on peut faire des herx avec de la phyto ou des traitements naturels? Bien sûr. On va dire, bon, mon expérience, en tout cas en ce qui concerne les traitements naturels, c'est qu'ils peuvent être tout aussi efficaces que les traitements synthétiques, mais en règle générale, ils ont tendance à être j'aurais tendance à dire moins violents. C'est-à-dire qu'ils vont tuer moins de bestioles d'un coup, sur 24 heures. Ce qui veut donc dire qu'en règle générale, les réactions de Jarry-Herxheimer sont plus modérées. Mais je peux vous assurer d'une chose, hein, et là je peux réellement parler d'expérience, si les émonctoires de la personne sont complètement bouchés, vous pouvez prendre à peu près n'importe quoi, du moment que ça dézingue de la bestiole, ça va vous faire herxer. Et il faut le dire quand même, quand vous dites les émonctoires bouchés, en gros les voies de détox bouchées, c'est quand même un des grands standards des patients Lyme, quoi, faut le dire, hein. Bah, La je veux capacité. dire, Lyme, de toute façon, ça fonctionne par cercle vicieux. Je veux dire, le cercle vicieux de base, c'est Lyme, en fait, Lyme va provoquer une inflammation. L'inflammation va nourrir Lyme, va y avoir plus de Lyme qui va provoquer plus d'inflammation. Mais ça vaut aussi, bien entendu, pour les émonctoires. Une bonne partie des saloperies que Lyme fabrique inhibe les voies de détoxification de votre foie, de votre barrière hémato-encéphalique et ainsi de suite. Donc, plus votre Lyme est ancien, plus il y a de chances pour que vos émonctoires soient Bien bouché, vraiment, bien bouché. disons, malheureusement, les charges standards n'étant pas possibles, ben, il va falloir être plutôt dans le relooking extrême. J'ai une question un peu longue de Charlotte qui nous est arrivée avant le webinaire. J'ai passé plusieurs traitements antibiotiques ou alternatifs, phytothérapie, homéopathie, pour traiter un Lyme chronique avec des co-infections. La plupart de ces traitements ont causé chez moi d'importantes réactions de herpes vraiment invivables. 42 fièvre, perte de connaissance à répétition, crise de tétanie, faiblesse tellement importante que j'étais incapable de m'asseoir ou de me lever. Et ces herpes sont, semble-t-il, causer des détériorations de mon état général qui persistent encore aujourd'hui, et ce, malgré l'arrêt des traitements depuis maintenant plusieurs années. Comment expliquer ceci et quelles seraient, selon vous, les solutions? Alors, il ne s'agit pas de faire une consultation par téléphone, si j'ose dire, on est bien d'accord là-dessus, mais en gros, c'est une question, ça. Est-ce que vous y avez déjà répondu, mais je reviens sur la question. Est-ce que les HACs peuvent, de manière définitive, causer des séquelles? C'est ça, en fait, la question qui est posée derrière.
Bon, alors après, hein, je veux dire, ça tient plus de l'article de foi qu'autre chose, hein. Jamais, toujours, avec Lyme, c'est un petit peu comme typique ou normal. C'est des mots de vocabulaire qu'il vaut mieux prendre avec des pincettes. Et on n'est jamais Euh, à 100%, quoi. On n'est jamais sûr à 100% de Je veux rien. dire, voilà, on est toujours à la merci du cas qu'on n'a encore jamais rencontré. Moi, quand j'ai commencé, j'ai eu droit à un gentil mail de Burascano qui m'a expliqué, avec son style habituel, que Lyme, ça ne laisse pas de séquelles. Je veux dire, si tu as des symptômes, c'est que les bestioles sont toujours là, donc soit tu n'as pas tapé assez fort, soit tu n'as pas tapé assez juste, soit tu n'as pas tapé assez longtemps. Ça sonne mieux en anglais. Pour, on va dire, les réactions de Jarry Herxheimer et Tutti Quanti, c'est globalement à peu près pareil, hein. C'est-à-dire que ce qui arrive à cette dame, c'est ce que je vous parlais dans l'effet cliquet. Vous faites votre Herx, ça vous fait interrompre le traitement, et on va dire, vous remontez pas tout de suite en selle, donc quand Lyme reprend du poil de la bête, ben, vous avez attendri la cible, et donc vous vous trimballez des symptômes supplémentaires que vous pouvez très bien considérer comme des séquelles, parce que une fois que Lyme s'est accroché sur le truc, ça s'accroche comme une tique, hein. Donc pour moi, enfin là encore, hein, c'est peut-être plus un article de foi qu'autre chose. Pour moi, il y a pas de, c'est pas insoluble, mais c'est vrai que quand vous en arrivez à un stade où vous avez où le moindre pet de travers vous fait herxer comme pas possible, c'est certain que la route vers la guérison, ça va être très long. Se complique, oui. Alors, j'ai une Voilà, question de, on avance très très ouais, doucement. j'ai une question de Géo. C'est quelle est la différence entre un ERX et die off? Die off, j'avoue, je ne connais pas l'expression entre parenthèses, Lyme versus SIBO, par exemple. Ça vous dit quelque chose, cette question? Bon, là, on est plutôt dans de la sémantique, hein, honnêtement. Techniquement, si vous voulez, on va dire, savoir ce que c'est qu'une réaction de Jarry-Herxheimer, théoriquement, on n'aurait jamais dû utiliser la terminologie en dehors du traitement de la syphilis, hein. Donc, die-off, Jarry-Herxheimer, globalement, on est dans quelque chose. C'est juste, c'est blanc bonnet et bonnet blanc, hein, de mon C'est la même point de chose, oui. vue. C'est la même chose, Voilà, oui. je veux dire, vous avez des bestioles qui crèvent. C'est la traduction de base de die off, hein, D'accord, meurt. d'accord, d'accord. Voilà, Oui, surmortalité, on va dire. Donc voilà, mais c'est juste que à un moment, il faut quand même faire preuve de souplesse dans le vocabulaire. Donc le herx, hein, c'est maintenant le mot qu'on utilise pour tous les moments où bah, tu avales ta pilule et tu vas moins bien. Euh, voilà. ok. Il y a pas, pour moi, en tout cas, il n'y a pas vraiment de différence. Après, j'imagine qu'il doit y avoir quelque part quelqu'un qui peut vous dire exactement combien d'anges dansent sur la tête d'une épingle. Moi, pas. Oui, ça c'est autre chose. Ok. J'ai deux questions qui se ressemblent. Donc celle de Natalia qui dit comment différencier une réaction de Herx suite à un traitement qui fonctionne d'une aggravation de la maladie de Lyme, ce qui est un grand classique. Et je vous dis juste l'autre question qui ressemble beaucoup, c'est celle de Val. Comment faire la différence entre une réaction de Herx et les effets indésirables d'un médicament ou substance non supportée? C'est un point important. Donc c'est quand même deux questions un peu différentes, hein. Il y en a une, Ouais, c'est ouais, les deux questions différentes, donc on va les prendre, faut quand même les prendre l'une après l'autre. Euh, donc, différence entre un herx et une aggravation de la maladie. Alors, bien entendu, je veux dire, chaque cas est différent, patin, coup de fin, mais comment dire, le plus simple en général consiste à interrompre le traitement. d'accord. Enfin, le traitement bactéricide, hein, vous avez le droit de garder la détox et autres trucs dans ce goût-là. Mais les trucs qui sont destinés à tuer les bébêtes, si vous faites une réaction de Jarry-Herxheimer, normalement, en arrêtant de tuer les bébêtes, vous devriez voir les symptômes s'améliorer. Par contre, si votre traitement ne marche pas, que vous n'avez pas tué de bébêtes et que c'est simplement que les bestioles continuent de se multiplier, normalement, vous devriez continuer à avoir la courbe d'aggravation. Alors, là encore, hein, je veux dire, toujours On le ne sait même qu'après, quoi. bémol, si le siphon ne fonctionne pas, cette dynamique, ça risque de prendre un certain temps avant de pouvoir vous en rendre compte. D'accord. Et par rapport aux effets indésirables d'un médicament ou substance non Euh, supportée,
Là, je dirais c'est un vaste sujet, hein. Je ne peux pas. Répondre dans le cas général, c'est ça en fait, hein. Voilà, disons qu'en règle générale, il faut quand même garder en tête que la plupart des traitements utilisés pour Lyme, du moment qu'on va dire que le thérapeute ne fait pas n'importe quoi, sont pas à des doses qui sont censées provoquer des effets indésirables. Après, là où ça devient vraiment tordu, c'est que prenez certains antibiotiques, tous ceux qui ont été mis sur le marché après les années 80 ont en règle générale été testés sur une population américaine qui, pour beaucoup, était infectée sans le savoir et qui donc en fait ont fait des réactions de Jarry-Herxheimer qui ont Ah, été notées dans le Vidal et autres trucs dans ce goût-là comme étant des effets indésirables du médicament. oui, d'accord. Donc, c'est éventuellement les effets indésirables tels qu'ils sont indiqués dans la notice qui finalement pourraient ressembler à des effets finalement de Herx, quoi, hein. OK. Voilà. Donc, Mais pour comme certains, en tout dit, cas, ouais. tout ce qui est, on va dire, phytothérapie, là encore, du moment que vous restez dans, je dirais, dans des posologies raisonnables, comment dire, ne provoque pas d'effets indésirables notables, hein. Enfin, là encore, j'ai quand même essayé pas mal de trucs parmi ce que donnait Mère Nature. Il y a quand même pas. Voilà, ça a toujours été du Herx. Mais comme je dis, là encore, j'ai pas tout exploré non plus. Donc, D'accord. voilà, pour info, je ne peux donner que le retour de mon expérience. Mais Enfin, et je le dis quand même, si, vous avez soigné quelques milliers, je pense, de patients au total. Donc, vous avez quand même une bonne connaissance du sujet. Je le dis pour tout le monde parce que les gens ne vous connaissent pas forcément. Moi, je vous connais un peu plus. J'ai eu l'occasion ouais, d'être soigné par vous. Au passage, je passe à la question d'après, celle de Virginie, qui est plutôt un clin d'œil qu'une question. Déjà, merci. Vous m'aviez bien aidé pour le SIBO à la BCA à l'époque, donc à Augsbourg. J'ai une question, comment différencier ERX des effets secondaires? Vous en avez un peu parlé. Moi, juste, j'ai un petit clin d'œil supplémentaire. La semaine dernière, on avait le docteur Carsten Nicolaos, que vous connaissez un peu, qui a fait un webinaire intéressant. À la fin, j'ai indiqué que c'était vous qui étiez notre invité cette semaine. Et il nous a dit de vous passer le bonjour et de vous dire effectivement tout le bien qu'il pensait de vous. Voilà. Et puis qu'il pensait que vous étiez parti trop tôt de la clinique à l'époque. Je sais que vous aviez le mal du pays à l'époque, donc la question, elle est vite réglée, mais, et il l'a compris, bien sûr. Bref, donc, en gros, si je reviens sur la question de Virginie, comment différencier RX des effets secondaires? C'est un peu la même question que précédemment. En gros, voilà, ben, on a comme du je mal, dis, quoi. après, il faut quand même, parce que j'ai vu passer un truc par rapport au métronidazole, il faut bien comprendre que moi, là, de ce dont je parlais, c'était par rapport au traitement naturel, hein, puisque maintenant, je carbure plus qu'à ça. Il faut bien comprendre que, par contre, tout ce qui est antibiotiques, en Voilà. particulier les antiparasitaires, je pense aux plus nucléaires, Flagyl, Bactrim et autres trucs dans ce goût-là, et ça reste à manipuler sous la supervision d'un médecin, parce que il peut y avoir des impacts sur le foie, sur les reins et autres machins du même tonneau. Et ça, par contre, disons que c'est pas toujours Lyme. C'est pour ça que quand j'étais à la BCA, on avait un protocole très strict de prise de sang régulière, d'électrocardiogramme régulier, parce que, on va dire, savoir si c'est du lard ou du cochon, ça, c'est vraiment une affaire de professionnel Et pour les puis, médicaments synthétiques. en particulier, vérifier les ALAT, comme on dit dans les Ouais. analyses. Bon, là encore, hein, je ne sais pas pour pinailler, mais c'est vrai que une réaction de Jarry-Herxheimer peut faire grimper les azates, les alates et compagnie, hein. Là, il faut quelqu'un qui a quand même déjà qui est bien blanchi sous le collier pour arriver à vous dire si l'anomalie est acceptable ou si elle représente un danger pour votre parenchyme hépatique. Si on a une marge de manœuvre. Donc, il y a une question de Marie-Christine. Quel est le temps d'arrêt de traitement raisonnable lorsqu'il y a un RX? Vous avez parlé de quelques jours, c'est ça? Là encore, hein, le problème, c'est que ça dépend énormément des produits que vous utilisez. Disons que il y a certains produits qui restent plus longtemps dans les tissus que d'autres et ainsi de suite. L'idée étant simplement comment dire, de pas faire durer l'arrêt plus longtemps qu'il faudrait aux bactéries pour se rendre compte que le pilonnage vient de s'arrêter. C'est, c'est- alors,
Voilà, moi c'est vrai que pour donner un exemple, les traitements SIBO, j'ai tendance à pas conseiller d'arrêt sec de plus de 1 à 2 jours, alors que pour les traitements phytothérapeutiques Lyme, 5 jours, disons, on reste toujours dans une marge de manœuvre acceptable. Après, le problème, c'est que on est obligé de ménager la chèvre et le chou, hein. Il y a des gens, malheureusement, même si on leur fait prendre le traitement une fois tous les 5 jours, voilà, ils prennent le traitement, il leur faut 4 jours pour s'en remettre, hein. Donc, Mhm. mais là, je dis, c'est vraiment du travail à façon. Voilà, le truc, comme je dis, c'est qu'il faut essayer de maintenir une pression constante, disons, voilà, semi-constante sur la bestiole, de façon à ce qu'elle essaye pas de récupérer le terrain qu'elle a perdu. Mais Et c'est vraiment au cas tout par en cas. ménageant, ouais, tout en ménageant la monture, comme on dit, oui. Donc, une autre question Exactement. de Jojo, de GeoGeo, au chapitre Contrôler les sorties, règle numéro 4, dans le doute, vérifier les intestins, c'est votre règle. Il pose la question SIBO/SIFO, je ne connaissais pas cette expression, SIFO, bref, cause ou conséquence de Lyme, et donc traitement à part ou traitement commun? Alors, SIFO, c'est simplement vous remplacer bactérial par fungus. Donc, Ah, ok, c'est les voilà. champignons. Voilà, c'est bon. Perso, de toute façon, vous pouvez pas avoir de SIBO sans Sans avoir avoir de des SIFO. moisissures et des levures qui en profitent, hein. Je veux dire, c'est tout un écosystème. Ben, le problème, on va dire, du SIBO, c'est que c'est un très vaste sujet. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose que je peux aborder de manière, comment dire, de manière extensive ou du moins satisfaisante, juste dans un question-réponse. Oui, Mais d'accord. pour essayer quand Mais même de ça répondre au veut dire truc, que vous bien nous tendez la perche, là, entendu, hein. hein? Vous nous tendez la perche, là. Ça veut dire que vous voulez faire un webinaire sur le SIBO. Ouais, mais il ne faut pas une machine. Non, non. En plus, honnêtement, ça reste quand même un truc Oui, c'est complexe, bien sûr. que je maîtrise contraint et forcé, hein, parce que effectivement, pour répondre donc à GeoGeo, bien entendu, un intestin poreux, ça n'arrive pas par hasard, Mm. hein. C'est que il y a un processus morbide qui crée cette porosité et voilà, clairement, on va dire, il n'y a pas de Lyme sans SIBO. Après, il y a des SIBO qui interfèrent avec le traitement et d'autres qui sont suffisamment, on va dire, gentils pour ne pas faire parler d'eux. Mais ceux qui interfèrent avec le traitement, effectivement, enfin, une des expressions possibles d'un SIBO dans le cadre d'un Lyme, c'est des réactions de Jarry-Herxheimer absolument ingérables. Parce que ton intestin est une passoire, et donc tout ce qui sort par la porte revient par la fenêtre. Une petite réflexion de Virginie qui parle enfin de Bunner, qui disait pourtant que les herx peuvent tuer. Alors, Bunner est décédé l'an dernier, je crois, hein, et c'était un grand spécialiste, on va dire, herboriste, je sais pas comment on dit, et il a écrit beaucoup de choses qui sont d'ailleurs des trésors de connaissances. La semaine dernière, Carsten Nicolaus disait qu'il était un grand admirateur de Bunner, et en même temps, il disait il est quand même, il n'est pas médecin quand même, et il ne traite pas, il n'était pas en tant que médecin, donc voilà. Qu'est-ce que vous en Voilà. dites de cette question, Bunner, par rapport à Bunner, alors, qui lui-même a des protocoles complexes, il faut le dire, hein. Clairement, clairement. Disons que j'ai toujours trouvé extrêmement ironique qu'il propose ces protocoles à des gens qui, pour la grande majorité, ont des problèmes de mémoire à court terme. Mm. Mais, mais bon, oui, voilà, je suis d'accord avec ce qu'a dit le docteur Nicolaus. Bunner a créé un codicile sur la physiopathologie des différentes co-infections et ainsi de suite, qui est une source d'information. Oui, c'est une Bible. Voilà, moi, pendant 3 ans, ça a été mes livres de chevet, hein, clairement. Mais le vrai problème, effectivement, c'est que quand on en vient, on va dire, aux essais cliniques et autres trucs dans ce goût-là, euh, à part, on va dire, les retours de gens qui ont expérimenté ces protocoles, il n'a rien trouvé d'autre, hein. Et c'était vraiment quelqu'un de vraiment brillant, quoi. Quand il parlait, on se sentait plus intelligent. Mais c'est vrai que malheureusement, il n'y a pas de substitut à l'expérience de traiter des centaines de malades. Ouais, ouais. Et je vous dis, toutes ces histoires, effectivement, de herx qui peuvent tuer,
Moi, j'ai pas trouvé de traces, on va dire, solides dans la littérature, ce qui est un peu normal, vu que pas comme si les gens avaient envie de publier sur Lyme. Mais voilà, tout ce que je peux donner, c'est mon retour. Mon retour, c'est que j'ai des malades qui ont eu des herpes dévastateurs, mais ils sont pas morts. J'ai des malades qui ont eu des herpes à répétition et qui sont pas morts. J'ai même eu des malades qui avaient des conditions préexistantes, hein, genre quadripontées, des trucs comme ça. Je veux dire, ouais, ça a vraiment pas été des parties de plaisir, hein, je pense surtout à la période du Covid, mais ils sont pas morts. Et voilà, la plupart des malades peuvent témoigner que je suis pas vraiment un adepte de la méthode douce, hein. Oui, c'est sûr. Je confirme. Bon. Myriam Arco qui nous pose la question, entre rien faire et trop faire, le juste milieu, un pas après l'autre selon les réactions individuelles, tout comme vous le disiez au début, le tout pour tout le monde ne peut pas fonctionner par rapport aussi aux autres pathologies que chacun peut avoir. Donc en gros, c'est une réflexion sur le one size fits all, comme ils disent, hein. Donc on n'a pas un traitement qui marche pour tout le monde dans tous les cas de figure. Donc voilà, je pense Non. qu'on... Peut-il s'attaquer au cœur, demande Pascal, le HERX? Je veux dire, il peut s'attaquer. Enfin, le herx peut-il s'attaquer au cœur? Ben, le herx est dépendant de Lyme, hein, donc bien entendu, il peut s'attaquer à peu près tous les tissus possibles et imaginables, même si je dois bien avouer que jusqu'ici, les os et les reins sont quand même relativement préservés. J'aimerais leur demander pourquoi. Mais le problème, on va dire, c'est toujours le même, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que c'est proportionnel à la quantité de toxines présentes. Et une fois que vous enlevez les toxines, en général, les symptômes disparaissent. C'est-à-dire que si vous faites une péricardite, une myocardite du fait de la réaction de Jarry-Herxheimer, ce qui est tout à fait possible, on va dire une fois la réaction de Jarry-Herxheimer gérée, ça va se normaliser. D'accord. Et normalement sans trace, habituellement. Voilà. Alors, bémol, encore une fois, hein, il y a toujours quelqu'un qui est là pour torpiller votre règle. J'ai déjà eu des cas de malades pour qui leur Lyme, pas leur herx, leur Lyme leur a déjà fait pester une valve cardiaque. En général, il y avait un antécédent, hein, je veux dire, soit ex-toxicose, soit une anomalie congénitale, ou voilà, la valve cardiaque a pété. Bon, ils sont passés sur le billard, mais ça les a pas tués. Donc, dans le même ordre de questions, Val pose la question. Dernièrement, un médecin très connu a été attaqué devant le Conseil de l'ordre des médecins en raison de réactions dramatiques suite à un traitement, à des traitements. J'imagine que c'est le docteur Brandstein dont on parle. Donc, le problème du herx et ou de la réaction grave venant d'un traitement se pose absolument. On est bien d'accord que c'est un vrai sujet, de toute façon. Bien Oui, sûr. C'est bien pour ça sûr que qu'on c'est est là ça. ce soir, hein. Enfin, je voulais juste Oui, faire... c'est un vrai sujet, hein. Après, comme je dis, tout est, on va dire, dans la gestion à la fois donc du traitement bactéricide, de la détox et compagnie. Mais comme je dis, quelle était la nature de ces réactions graves? Quel a été le vécu du malade? Quelle a été l'interprétation des médecins? Je veux dire, il ne faut pas oublier, hein, Oui, malheureusement qu'il y a un contexte politique derrière, hein, clairement. Traiter Lyme reste toujours une activité à haut risque. en France. En C'est France, pas oui. pour rien que je me suis défroqué, hein. Oui, donc que vous ne, oui, effectivement, vous ne pratiquez plus en tant que médecin, mais en tant que coach. Asma pose la question, vérifier les intestins, quel type de traitement? Délavement, irrigation du côlon ou autre? Je vous remercie. Ben voilà, bon, là encore, hein, je veux dire, il n'y a pas un truc one size fits all. Perso, en ce qui concerne le problème, en fait, c'est toujours le même. Enfin, là, on va devoir malheureusement retaper sur l'histoire du SIBO, mais en règle générale, le problème de la détox, hein, c'est que ça va enlever le bras de levier dont les bestioles ont besoin pour créer l'inflammation. Mais les bestioles, elles vont essayer de compenser. Donc, là encore, il faut arriver à trouver l'équilibre entre le massacre et l'évacuation.
En ce qui concerne les intestins, le nettoyage, on va dire, ça touche en grande partie effectivement lavement, hein, soit lavement hydrique, soit lavement au café. Mais si vous avez un SIBO sous-jacent, ça va pas vous mener très loin. Ça suffit pas. Il faut que vous tapiez aussi sur la dysbiose si vous voulez vous sortir de l'ornière. Alors Voilà. justement, une des questions qui arrive derrière, c'est quel moyen de détoxification pouvez-vous nous conseiller pour chaque baignoire? Alors, c'est vrai qu'on vous avait on vous avait Ah demandé oui. d'être assez bref dans votre présentation, donc vous n'êtes pas rentré dans le détail. Je sais que vous avez par contre beaucoup de cordes à votre arc en matière de protocole, on va dire. Si vous vouliez en donner quelques-uns éventuellement sur donc les moyens de détoxifier chaque baignoire et en particulier, celle d'en bas, quoi, on va dire. Ah oui, c'est comme dit, hein, c'est toujours la même chose, hein. La merde a tendance à dévaler la hiérarchie, parfois littéralement. Le problème, c'est que faut pas prendre ça pour, voilà, faut pas prendre ça pour parole d'évangile. En ce qui concerne, on va dire, le passage de la barrière hémato-encéphalique, à ma connaissance, il y a que deux options possibles, Burburpinella et Persil. Et même là, honnêtement, c'est pas toujours Jojo. Pour ce qui est, on va dire, du drainage lymphatique, là encore, c'est plus une question, on va dire, de vérifier l'aval. Vous avez bon, donc les massages, vous avez aussi tout ce qui est Qigong, Tai Chi Chuan, hein, ça peut vraiment vous aider justement à mobiliser le morceau Ouais. que le cœur ne pompe pas. Mais voilà, faut être sûr qu'ensuite, en dessous, ça suive. Après, donc, au niveau du foie, honnêtement, c'est pas les options qui manquent, hein. Je veux dire, radis noir, desmodium et compagnie. Là, faut voir avec quoi vous vous sentez le plus à l'aise, hein. On vous dit, être à l'écoute de son corps, c'est aussi un truc que personne ne peut faire à votre place. Euh, Moi, c'est vrai que quand on en arrive effectivement aux parties terminales, j'ai toujours tendance un petit peu à commencer avec un grand classique indémodable que j'appelle les 3 C, charbon, chardon, citron. C'est sympa parce que ça rime. Donc le chardon de Marie pour détoxifier le foie, le citron pour améliorer la motilité des voies biliaires, et ensuite le charbon pour faire en sorte qu'une fois que les toxines mélangées au sel biliaire, elles sont dans l'intestin, elles y restent. Alors, bien entendu, ça marche pas à 100%, mais c'est vrai que dans l'ensemble, c'est facile, c'est pas cher, ça peut rapporter, quoi. Et Et avec le voilà. charbon actif, le charbon activé qui comprend séparément des traitements, c'est ça, hein, pour ne pas. Oui, ben voilà, je vais pas vous faire non plus toute la fiche de chacun des Wikipédia du produits. truc. Ouais, ok. Si à un moment ou un autre, quelqu'un dans l'auditoire a envie de se lancer, je vous conseille quand même un peu de vous intéresser au mode d'emploi du truc Oui, oui, bien sûr. avant de faire l'expérience, hein. Il y a mais effectivement, tout ce qui est destiné à absorber les toxines dans les intestins, c'est pas que le charbon, hein, il peut y avoir d'autres molécules. Et si vous avez un traitement allopathique derrière, il faut C'est comment pareil. dire, faut naviguer autour, hein, clairement. Euh, je vois qu'il y a 60 messages, donc ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de questions. On va peut-être pas les prendre toutes, mais euh, deux que je mets ensemble là. Pour le HERX, on préconise souvent Pinella de chez Nutramedics. Avez-vous des retours sur ce produit? Et autre question qui est également sur des produits, vous êtes plutôt bleu de méthylène ou antibiotique? Ni l'un ni l'autre, hein. Je veux dire, le bleu de méthylène, honnêtement, on n'a pas assez de visibilité. Et c'est vrai que après, on va dire certains épisodes de traitement miracle vendus comme la panacée qui se sont soldés quand même par des conséquences assez dramatiques. Moi, j'attendrais quand même d'avoir un peu plus de retours de retours de malades. En ce Vous qui pensez au concerne les disulfiram quand antibiotiques, vous j'ai dites plus le droit de... Hmm. vous pensez au disulfiram quand vous dites certains retours ont été quand même Oh, bon, la Dapson aussi, hein. Je veux dire, Dapson? la Dapson, ça n'a pas été anodin. Alors, bien entendu, vous trouverez toujours quelqu'un qui va vous dire, oui, ça m'a sauvé. D'accord, c'est tant mieux, hein. Je veux dire,
le problème avec Lyme, c'est que tout ne marche pas sur tout le monde. Sur Donc tout le monde, c'est ça, après, c'est ça le gros truc. Et il faut être surveillé, il faut être effectivement, faut voilà. préparer le terrain avant, etc., quoi, bien sûr. Et il y a une balance bénéfice-risque où malheureusement le risque zéro, il n'existe pas. Donc moi, je veux dire, je dis pas que j'aurais pas voulu faire du disulfiram, de la dapsone, mais pour ça, j'aurais préféré avoir mon propre service hospitalier, hein, clairement. Je veux dire, ceux qui font ce genre de truc le font quand même parce qu'ils disposent d'un filet de sécurité dont vous ne disposez pas en France. Donc ensuite, en ce qui concerne les antibiotiques, comme dit, je ne peux plus les prescrire, donc c'est vrai que j'ai un peu perdu ça de vue. Donc, pour répondre à la question, si je dois vraiment choisir entre la peste et le choléra, je prendrais les antibiotiques, oui. Mais le fait est que vous ne pouvez pas prendre d'antibiotiques sans un suivi biologique, cardiologique, en fonction des molécules que vous allez utiliser. Je dis souvent, les antibiotiques, c'est un petit peu comme une tronçonneuse, hein. Ça a son utilité. Si vous avez lu le mode d'emploi, si vous avez le matériel de protection qui va avec, c'est beaucoup moins dangereux que de manipuler un marteau en faisant n'importe quoi. Donc, il ne faut pas cracher sur les antibiotiques, clairement. Maintenant, on a énormément de visibilité. Mais c'est vrai que, voilà, dans le contexte actuel, France et compagnie, moi, je pense, enfin voilà, je me suis mis à la naturopathie parce que je pense qu'elle peut faire le même boulot avec beaucoup moins de risques pour le malade et pour le thérapeute. Et sur le bleu d'éthylène, vous n'avez pas forcément un gros recul de pratique? Bah non, je veux dire, on va dire, c'est une idée qui a traîné, enfin qui traîne depuis très longtemps, Depuis puisque longtemps, bien il sûr, faut oui. pas oublier que nos grands-mères, pour certains du membres de l'auditoire, probablement nos arrière-grands-mères, nous badigeonnaient la gorge avec ce truc-là quand on avait une angine. Donc, on a une certaine visibilité, mais c'est vrai que l'utilisation, c'est jamais le bleu de méthylène tout seul, c'est toujours assaisonné de 2 ou 3 autres trucs et ainsi de suite. Comme dit, hein, moi, je préfère attendre de voir Ouais. et je reste sur les outils que j'ai l'habitude d'utiliser. Je comprends bien. On a des retours quand même plutôt positifs, hein. Autant Dapson, on sait qu'on a des retours positifs aussi, mais avec quand même effectivement des gens qui disent bon, ça a été très très dur. Je ne sais pas si faut pas le recommander à tout le monde. Sur le bleu de méthylène, je dis pas que c'est plus majoritaire, mais enfin en gros, on a quand même des gens qui vont mieux avec ça. Burburpinella, vous n'en avez pas parlé, ou vous en avez parlé rapidement tout à l'heure sur les ERX. Burburpinella. Bah, comme je dis, sur le papier, effectivement, votre malade, il a des symptômes neurologiques, c'est donc que les toxines sont dans le système nerveux. L'association semble logique. Là encore, je peux parler que de mon expérience. En règle générale, le herx descend plus quand on nettoie les intestins que quand on essaye de nettoyer le cerveau. Ça peut paraître, c'est pas très intuitif, hein, clairement, et intellectuellement, c'est pas très satisfaisant, mais c'est quand même, on va dire, donc le Burburpinella à sa place, hein, là encore, je crache pas dessus, mais c'est vrai que voilà, tout le monde a conscience que comment dire, que le budget pour Lyme, il n'est pas extensible à l'infini. Donc c'est vrai que quand vous introduisez une méthode de détox supplémentaire, vous préférez quand même en avoir pour votre argent. Hmm. Je vais sauter quelques questions. Il y en a en particulier qui sont assez techniques, hein, mais bon, celle-là, je vais vous la dire, mais franchement, c'est compliqué, hein. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le lien entre ERX et dysrégulation du cycle NO/ONOO- et comment aider l'état inflammatoire général à baisser? Je l'enverrai plutôt, c'est peut-être mieux de le voir par écrit. Ça vous dit quelque chose, Oui, ce cycle NO/ONOO-? oui, bon, je veux dire, mais honnêtement, là, effectivement, c'est trop technique pour moi. Moi, en règle générale, si à un moment je vois un article sur un truc et que je lui trouve pas d'application comment dire, dans ma pratique de tous les jours, je l'évacue, hein. Donc, Ok. je ne peux pas répondre à cette question. D'accord. Bah, très bien, c'est honnête de votre part. Bonjour, étant malade depuis 20 ans avec un traitement à 3 antibiotiques plus compléments phyto efficaces, est-ce que la réaction de Herx peut durer sur un an? Entre parenthèses, la durée du traitement. Je suppose que c'est quelqu'un qui a eu des symptômes pendant un an et qui se dit, est-ce que j'ai pas eu un Herx pendant un an, quoi? Ouais, c'est toujours une possibilité. Là encore, hein, on va dire, La baignoire peut rester débordante pendant un an, quoi.
Voilà, là encore, c'est bon. On va dire, elle peut, disons, elle peut avoir, le niveau peut avoir du mal à baisser. Donc, je dis, avec Lyme, le problème, c'est que les bactéries mortes sont aussi emmerdantes que les bactéries vivantes. Ouais, Donc, ouais. au fur et à mesure que vous Tant qu'elles avancez ne dans sont pas votre éliminées, c'est ça, traitement, oui. les Ouais. proportions changent, mais au niveau du symptôme, il n'y a rien qui change, quoi. Donc, Un, ce qui peut être parfois rageant, hein, clairement. un SAMA un SAMA, S-A-M-A, je ne sais pas trop ce que c'est. Est-il Syndrome toujours d'activation mastocytaire. Ah, exact, voilà. Est-il toujours synonyme de Herx ou pas forcément? Disons que ça potentialise certainement l'effet, hein, clairement. Ça rajoute en fait un niveau d'amplification supplémentaire. Donc oui, en règle générale, quand une Il y a une personne, relation, quoi. Ouais. quand il y a un SAMA qui est diagnostiqué, voilà, vous pouvez le voir venir puisque les gens ne supportent littéralement plus rien. Je veux dire, c'est la même chose Mhm. que, enfin, c'est Mhm. similaire aux sensibilités chimiques multiples et autres trucs du même tonneau. Donc oui, oui, quand voilà, bon, là encore, hein, se diagnostiquer un SAMA et compagnie, ça devient un peu compliqué, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que le SAMA est aussi une conséquence de Lyme. Si vos mastocytes ils démarrent pour un oui ou pour un non, c'est parce qu'il y a les toxines de Lyme qui leur ont complètement tourneboulé la tête. Donc, si vous arrivez à virer les toxines, je veux dire, le SAMA, il aura de moins en moins d'influence sur l'ensemble du truc. Et là encore, une fois de plus, bah, vos ERX, ils vont être un peu plus gérables. Que pensez-vous du thermalisme pour évacuer les toxines? Ben, comme je dis, hein, c'est encore du thermalisme, il y en a plein de partout. C'est bien entendu, C'est c'est bien, quand mais même la c'est un base. c'est un petit moyen quoi, de travailler dessus, c'est ça, hein? Ben, pas forcément, comme je dis, hein, il y a des gens, voilà, vous allez par exemple dans un truc soufré et en plus, on va dire votre forfait inclut, on va dire des purges continuelles ou d'autres trucs dans ce goût-là. Non, vous allez vous sentir régénéré, hein. Bon, bien entendu, le problème, c'est que une fois que vous arrêtez tout ça, C'est ça. voilà, le niveau remonte, mais voilà, si par thermalisme vous entendez simplement les bains à bulles et le sauna, comme je dis, ça peut donner un petit coup de pouce, mais c'est vrai que ça reste ancillaire par rapport au fait, on va dire, de dégager la voie La voie principale. principale, oui, c'est ça. Et juste une petite incise là, sel d'Epsom, bain au sel d'Epsom. Bah, ça reste quand même un truc que, voilà, c'est très populaire, hein, clairement, et c'est pas pour rien. C'est vrai que dans tous les bancs d'essai qu'on voit des différentes techniques de détox, le bain au sel d'Epsom, quand même ce qui a marché le plus pour un maximum de monde. Pas oublier, D'accord. hein, pas trop chaud par contre, hein. N'oubliez pas de Quand vous dites pas suivre les trop chaud, instructions des limés. quelle température? Bon, en général, faut pas moi, je dépasserai pas le 38, hein. Après, D'accord. il y en a qui vont jusqu'à 40, mais c'est vrai que plus vous augmentez la température, plus vous courez le risque de déclencher une réaction de Herx. Voilà. D'accord, d'accord. Écoutez, il y a beaucoup de questions. Je vais encore en prendre quelques-unes, mais franchement, c'est un peu frustrant, mais on vous les fera parvenir et vous verrez bon, bref, on va quand même essayer de faire un digest, de les mettre un peu en commun. Certaines d'entre elles se ressemblent. Euh, alors, Lyme depuis 10 ans, cure de détox actuellement, début de protocole, Nord, donc du docteur Nord, que vous avez bien connu en Alsace, du regretté docteur Nord, faut le dire. Il préconise de commencer avec une demi-goutte par semaine. J'ai un Herx avec un huitième de goutte de l'aromatique. Est-ce que ça pourrait être efficace en commençant si bas? Un huitième de goutte, c'est quand même faible. Ah ouais, ouais, bah, on est tout à fait d'accord. On va dire que on va dire la terre est trop basse et le ciel est trop haut. Le problème, c'est que voilà, une réaction aussi violente avec, enfin, là encore, le protocole de Nord, aromatique et compagnie, c'est destiné à tuer de la bestiole. Donc là, je dirais, l'explication la plus probable, c'est qu'au niveau des émonctoires, ça suit vraiment pas. Ouais. Et on va dire, et donc, voilà, bien entendu, à chaque fois, hein, pour donner une réponse intelligente, il faudrait dépioter le cas individuel. Mais moi, j'aurais tendance à dire, les intestins sont la priorité. Ok. Le
nidazole peut donner des graves effets indésirables neurologiques. Vous en avez parlé tout à l'heure, même à dose convenable, vous confirmez? Bah oui, oui, mais comme je dis, bon, le problème ensuite, c'est que on va dire, là encore, faut arriver à faire la distinction entre le herx et le produit lui-même. On est Hmm. tout à fait d'accord que le Ouais. métronidazole, c'est pas un truc à prendre de manière prolongée. Ces toxicités sont connues, hein, même si, voilà, parfois, je veux dire, on est obligé de sortir l'artillerie lourde. Mais c'est vrai que, voilà, le type, enfin, moi, voilà, je peux raconter l'histoire d'un type qui, lors de son premier contact avec les fluoroquinolones, s'est retrouvé avec une surdité de l'oreille droite et une paralysie partielle du bras gauche. Wow. Ben, c'est sûr que on pourrait dire oui, c'est les effets neurologiques des fluoroquinolones. N'empêche qu'une fois qu'on a commencé à mettre en route la détox, ben, ça a disparu. Super. Et on n'aura jamais vraiment la réponse. Est-ce que c'était vraiment la fluoroquinolone? Est-ce que c'était vraiment le herx? Perso, mon cœur balance vers le herx, hein, bien entendu. Hmm. Mais vous savez, Lyme, c'est une guerre, hein, et une guerre, malheureusement, ça implique le brouillard de guerre. Ça veut dire que des fois, tu n'as pas toutes les cartes en main quand tu te lances dans un truc. C'est une Clairement. phrase c'est une phrase qu'on va garder comme conclusion peut-être. Enfin, on n'est pas encore tout à fait à la conclusion. Pouvez-vous nous parler de la recéphine et des herx? Ah, oh, ah, ma petite préférée, la Fairy Dust. Ouais, non, désolé, hein, la Rosef, elle est très space par rapport surtout si vous la prenez, on va dire, indépendamment d'autres antibiotiques. Il faut savoir que la Rocéphine a un avantage. Elle pénètre très bien dans le cerveau. Elle a un désavantage, elle pénètre pas du tout dans la cellule. Donc, ce que va faire la rocéphine, c'est qu'elle va éliminer les bactéries qui sont dans l'espace extracellulaire, ce qui malheureusement ne représente pas une très grosse proportion des bestioles que vous pouvez avoir dans la caboche. À partir de là, on va dire ce que vous pouvez avoir des réactions de Alzheimer qui peuvent être très violentes, avec ensuite des répits qui peuvent être quasiment magiques. Vous prenez le truc, vous êtes malade comme un chien, vous arrêtez le truc et pendant 3 semaines, vous avez l'impression que votre Lyme est parti. Sauf que vous Ça avez revient, bien sûr. coupé les mauvaises herbes, vous n'avez pas arraché les racines et toutes les colonies présentes à l'intérieur des cellules, ben, elles vont se rendre compte que de nouveaux territoires sont à conquérir. Et voilà, un mois après ta recef, retour à la case départ, touche pas 20 000 francs. Je comprends, ouais. Une question qui est plus, on va dire, enfin, bref, qui fait écho au problème du désert médical en matière de Lyme. Vers qui se tourner quand on a un Lyme chronique connu depuis l'année dernière dans le cas d'Isabelle? Il n'y a pas de structure particulière qui prend en charge Lyme sur Grenoble. Les généralistes sont démunis et je n'ose toujours pas prendre mon traitement depuis l'année dernière de peur d'être seul à subir des herx. Ça me terrifie à l'idée de ne pas pouvoir compter sur un médecin compétent face à cette problématique. C'est un vrai sujet. C'est un vrai Bah, sujet. qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Malheureusement, on va dire, là, on est dans un problème de politique publique, mais soit dit en passant, et ça, voilà, c'est une sagesse acquise dans le sang et les larmes. Le problème, en fait, c'est que c'est très difficile d'accompagner en tant que médecin une personne qui a Lyme, parce que dans nos études, on ne nous apprend pas à coacher les gens. Mhm. On nous apprend à émettre des diagnostics, à faire des prescriptions et ensuite à considérer grosso modo que nous avons fait notre travail. Voilà, c'est pas un reproche, hein, c'est la plus belle femme du monde, peut donner que ce qu'elle a. Mais on va dire, bon, accompagner les gens à travers leur herx, à travers leur errance et autres trucs dans ce goût-là, ça demande un niveau d'investissement personnel qui n'est pas compatible Oui, avec une bien sûr, bien sûr. consultation de 15 minutes ou même de 30, hein, soit dit en Et même, passant. et même une certaine disponibilité en dehors des consultations. Enfin, c'est compliqué, hein, je le sais. C'est Ouais. voilà, je veux dire, j'ai quelques naturopathes hein, qui me demandent quand même voilà, de les sortir un petit peu du, comment dire, du brouillard, mais je leur mens pas, hein. Dire avoir une vie sociale, avoir, comment dire, j'aurais presque tendance à dire même avoir des moyens de décompresser. Si vous voulez vraiment correctement faire le boulot,
Je dis au passage un peu à tout le monde, mais on a un service qui s'appelle le service référent chez France Lyme, où en fait on cherche à adresser vers des médecins compétents. On n'en a pas tant que ça, il y en a même de moins en moins. Donc si des gens cherchent éventuellement une porte ou frapper, on a quand même quelques ressources, mais pas dans toutes les régions et pas du tout, pas toujours d'un niveau de compétence et de disponibilité, comme vous dites, hein. Malheureusement, on a une pénurie à gérer là, hein. Alors, j'ai Ben vu. oui, mais comme je dis, à ce niveau-là, le problème, enfin, si tous les médecins généralistes voulaient bien s'occuper des deux, trois Lyme de leur circonscription, on n'aurait pas trop à se poser de problème. Mais Mais quand bien même, hein, tant qu'on est quand de bien moins en même, moins à mettre la main à la pâte, ça devient compliqué. Ouais, pardon. quand bien même, hein, moi j'ai un généraliste qui me connaît et qui est vraiment volontaire, mais qui ne connaît rien dans le sujet. Autrement dit, Ouais, non, mais je dis, c'est un boulot à plein temps. S'occuper de Lyme, c'est un boulot à plein temps. Vous pouvez pas faire ça en dilettante, clairement. Après, moi, je dirais la seule solution que j'ai trouvée, si on peut dire, c'est justement de former les malades à leur maladie. C'est-à-dire, d'accord. voilà, un truc que je réponds souvent, c'est que moi, j'ai pas l'intention de voir les gens jusqu'à leur guérison. À un moment ou un autre, j'aurais dit ce que j'avais à dire, j'aurais suffisamment, les gens en sauront suffisamment sur leur maladie pour terminer le job. Parce que, voilà, mais c'est vrai que la phase de début, quand on vous a pas fourni le mode d'emploi, il faut quand même quelqu'un pour vous indiquer Bien sûr, ça bien tu sûr. fais, ça tu fais pas, et ainsi de C'est pour suite. ça que j'ai un rôle de coach, ouais. Alors, justement, dans le rôle un peu, alors c'est une question un peu, pas tarte à la crème presque, mais tarte à la crème d'ailleurs pour l'âme, c'est intéressant. C'est une question nutrition un peu générale. Que ne doit-on pas avaler lorsqu'on a Lyme, en particulier aspirine ou autre aliment? Et Virginie répond, bien sûr, le sucre. Alors, on sait que le sucre, il faut éviter. Si vous aviez une petite liste à l'après-vert, mais courte, parce que sinon, on en a pour la soirée, ce serait quoi qu'il faut éviter en priorité, comme rappel un peu Ben, disons salutaire? que voilà, gluten, laitage, sucre rapide, hein, voilà, c'est les classiques. Gluten, laitage, Personnellement, sucre rapide, voilà, d'accord. si je veux faire court et instructif, je ne peux que conseiller aux gens qui nous écoutent d'aller sur le site Lyme Santé Vérité, chapitre Se soigner. Il y a 17 pages sur l'alimentation dont je conseille la lecture à tous les malades que je vois. L'avantage, c'est que c'est raisonnable. Ça vous explique que tous les gluten ne se valent pas, tous les sucres ne se valent pas. Il y a moyen de garder une alimentation variée sans trop aller, on va dire, titiller les moustaches du tigre. Après, Alors, je suis devenu super laxiste au niveau de l'alimentation parce que, bon, c'est aussi, je m'occupe de gens qui sont en général, on va dire, très atteints, hein. Vous avez les restrictions pour Lyme. Après, si votre Lyme il a pris suffisamment d'âge, vous êtes obligé de faire attention aux restrictions pour le SIBO. Et si le SIBO il a oui, suffisamment traité, vous chopez encore les restrictions pour le SAMA. Donc à la fin, vous faites la somme de tous les interdits et vous pouvez plus manger que la table. ouais, ouais, ouais. Ou l'assiette, quoi. Bon, Oui, ok. ou l'assiette. Enfin, disons en tout cas, hein, bon, voilà, peut-être qu'un jour on aura aussi des bactéries capables de digérer le bois ou la céramique, donc ne nous avançons pas trop. Oui, Mais voilà, le problème à ce niveau-là, c'est que une fois de plus, on n'est pas tous pareils. Il y a des gens qui sont capables de vous bouffer du gluten sans conséquence. oui. Bon, après, j'imagine que tous les malades qui bouffent au McDo doivent quand même le sentir passer à un moment ou à un autre. Absolument. Mais voilà, j'ai eu des malades qui continuaient de boire leur ballon de rouge tous les jours. J'ai même eu des malades qui continuaient de fumer leur clope. Ils ont guéri, hein. Ça a pris des plombes, mais ils ont guéri aussi. Donc, voilà. J'ai une question de Florent que vous connaissez peut-être, sans doute même. Bonjour, Monsieur Marion. Selon vous, est-il important de suivre un protocole antiparasitaire du type de celui du docteur Klinghardt? Alors, les parasites, c'est une variable de l'équation. Ça peut être une variable importante, mais c'est vrai que de mon point de vue, on va dire, et, enfin là encore, hein, je veux dire, je sais pas tout. On peut s'occuper des parasites avec une bonne partie des trucs qu'on prendrait de toute façon pour éliminer Borrelia et compagnie. Donc la question se pose pas de manière extrêmement aiguë. Après, j'ai vu des gens hein, qui étaient sous les protocoles de Klinghardt. Comment ça s'appelle encore Rizol et autres trucs dans ce goût-là.
je veux dire, ils ont RC, hein, donc ça veut bien dire qu'on a appuyé là où il fallait. Mais c'est vrai que parfois, on a appuyé tellement et sans faire attention aux autres co-infections derrière que le retour sur investissement était plutôt mauvais. Je vous ai dit, il n'y a pas une stratégie qui va marcher pour tout le monde. Donc, vous avez le droit de faire des expériences. Essayez, on va dire, de gérer le rapport bénéfice-risque autant que vous pouvez avant, mais à un moment ou à un autre, vous lancez les dés et si ça, vous avez l'impression que ça vous explose à la gueule, il faut vous adapter. Il y a une question que Nathalie pose, mais je suppose que c'est une question qu'elle pose de la part de quelqu'un d'autre. Quel est l'avantage d'être suivi par un thérapeute durant les protocoles plutôt que d'être tout seul à se gérer? Ben, je veux dire, le thérapeute, vous, tout ce que vous avez vu, c'est votre Lyme à vous. Alors, c'est déjà, ça peut déjà être une expérience très instructive, mais comme Lyme elle a tendance à être très polymorphe, adaptative et ainsi de suite, ça vaut quand même le coup en général de voir quelqu'un qui en est à son 200e, 300e Lyme et qui peut vous dire si ça c'est normal ou si ça l'est pas et ainsi de suite. Je dirais c'est comme d'engager un guide de montagne avant de se lancer dans l'ascension d'un quelconque pic. Bien entendu que vous pouvez faire le truc en autodidacte, hein. Vous risquez simplement de vous retrouver dans plus d'impasses on va dire, vous prendrez plus de risques bon, vous risquez pas, on va dire, de tomber d'une falaise, du moins en tout cas pas accidentellement, mais comment dire, ça risque d'être plus long, plus pénible. Et voilà, pour avoir déjà testé certains traitements certains traitements pour rien, ça peut au final représenter une dépense de temps, d'argent et d'énergie que vous n'auriez pas eu avec un thérapeute. Après, bien entendu, il faut un thérapeute qui sache de quoi il en retourne et il faut que vous ayez aussi la gentillesse de bien vouloir écouter ce qu'il a à vous dire. On va se donner encore peut-être une dizaine de minutes pour pas faire trop long, mais euh, il y a beaucoup de questions, hein. J'ai un ERC, c'est Caroline, hein. À chaque J1 de mes règles, pourquoi? Pouvez-vous expliquer le lien entre les hormones et la gestion des toxines? Ah, c'est plus simple qu'une histoire d'hormones. Enfin, bon, hormones, toxines, hein, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Lyme peut très facilement perturber quelque chose d'aussi délicat et perfectionné que votre système hormonal, hein, pas que les hormones sexuelles d'ailleurs. Voilà, vous pouvez avoir au niveau de la thyroïde, de l'hypophyse, des glandes surrénaliennes et compagnie. Mais pour ce qui est des règles, c'est plus simple. Comme je le disais, Lyme est paresseuse et opportuniste. Si vous lui offrez une inflammation sur un plateau, madame ne va pas bouder son plaisir. En tant que femme, une fois par mois, c'est buffet à volonté. Donc en règle générale, bien entendu, Lyme augmente son activité, ce qui veut dire qu'elle va être plus vulnérable au traitement que vous êtes en train de prendre et donc donc, j'ai certaines malades, pas toutes, hein, c'est encore, hein, chacun son truc, qui maintenant suspendent le traitement préventivement au moment de l'apparition du syndrome prémenstruel. D'accord. Parce Autre que question. justement, elles savent bien qu'à ce moment-là, le poisson va s'agiter et donc elles préfèrent laisser du mou avant de commencer à sentir le choc. D'accord. Sur le forum, dit une personne, le sauna infrarouge est souvent cité comme un excellent moyen de détox. C'est à nouveau une voie un peu parallèle, enfin qui n'est pas forcément la voie Ouais, principale, quoi. Mais bon. c'est comme je dis, hein, ça va activer votre circulation sous. Enfin, je veux dire, là encore, on détoxe jamais assez. Donc, bien Tout entendu ce que qui va dans vous. le bon sens va dans le bon sens, quoi, en fait. Mais c'est pas forcément Voilà, le principal, c'est ça. voilà. Mais le seul truc qu'il faut pas oublier, hein, dans tout ce qui est thérapie à la chaleur, c'est que si vous faites trop chaud, trop vite ou trop longtemps, vous pouvez avoir pour protéger, on va dire, les organes internes contre l'hyperthermie, il va y avoir une espèce de découplage entre la circulation sous la peau et la circulation dans les organes internes. Ce qui fait que malheureusement, ça peut provoquer une concentration des toxines au niveau des organes nobles, ce qui Wow. est le cerveau, cœur et autres trucs dans ce goût-là. Rien de mortel, hein, mais c'est vrai que ça explique pourquoi est-ce que, on va dire, il y a des fois où
quand vous avez un Hertz moyen, le sauna va vous aider. Quand vous avez un Hertz qui pète les scores, au contraire, vous aurez l'impression que le sauna a aggravé les choses. Donc, D'accord. mon conseil en général, c'est si au bout d'une minute, la seule envie que vous avez dans votre sauna, c'est d'en sortir, faites-le. D'accord. Kéfir, ou je rajouterais kombucha, qu'est-ce que vous en pensez? Bah alors kombucha non, hein, parce que franchement il y a assez de, il y a quand même beaucoup de sucre hein, dans ces machins-là, quand même, c'est et de l'alcool hein, malheureusement. Donc Mhm. là encore, ça dépend des gens. Le problème, c'est toujours le même, c'est que il y a des gens qui vont vous dire que ça les a super aidés. Et c'est vrai que l'avantage des produits fermentés, c'est que vous diminuez la quantité de FODMAPs, donc ça va faire du bien à votre SIBO. Le problème, c'est que si vous avez un syndrome d'activation mastocytaire, même si vous ne le savez pas, hein, je veux dire. Les produits fermentés, eux, vont être extrêmement histaminolibérateurs et ça va vous renvoyer dans la figure. Donc là encore, vous êtes tous libres de faire des expériences. Il y en a pour qui ça va marcher, il y en a pour qui ça va rien faire, il y en a pour qui ça va pas faire du bien. Alors, adapter en fonction. Ok, écoutez, un herx est possible avec du charbon activé, point d'interrogation. J'en ai pris 3 fois et j'ai eu 42 fièvres, maux de tête et douleurs diffuses horribles. Et je trouve ça étrange de réagir de la sorte avec quelque chose qui est censé calmer les herx, en tout cas absorber les Ouais. toxines. Ouais. Oui, voilà, c'est censé absorber les toxines. Le problème, c'est que ça va les garder dans la. Ça va, disons que tant que vous n'allez pas les balancer dans les toilettes, les toxines, elles peuvent continuer de fabriquer de l'inflammation. Donc, si on va dire, il y a des problèmes de transit que vous n'arrivez pas à corriger pour une raison X ou Y, le temps va dire que votre mélange charbon-sel biliaire stagne dans vos entrailles. Ça peut déclencher des Mm. réactions, y compris, d'ailleurs, c'est une des rares occurrences où vous pouvez avoir de la fièvre chez un Lyme. Ouais, au passage, d'ailleurs, quand vous dites le transit pour l'activer, moi je note qu'on a quand même pas mal de gens qui sont dérangés d'une manière ou d'une autre. C'est souvent quand même la constipation qui est aussi citée par pas mal de malades Ouais. pour améliorer le transit, en dehors des fibres, j'imagine, bien sûr, d'abord. Même, même les fibres, hein, ça peut être compliqué. Là, honnêtement, ça reste du travail à façon. La constipation peut venir de plein d'origines différentes et il n'y a pas, une fois de plus, une solution qui fonctionne pour tout le monde. Mais si vous aviez à citer deux ou trois produits qui habituellement peuvent marcher sur des personnes, Je peux pas. Comme je dis, je peux pas. Chaque produit peut avoir peut, dans certaines circonstances, déclencher des réactions qui vont bloquer le truc. Donc voilà, le seul truc où vous êtes safe probablement en toutes circonstances, c'est des trucs comme le lavement au café où là, ça, voilà. Mais vous pouvez pas faire ça tous les jours, hein, surtout, il y a surtout. aussi les pruneaux d'Agen, peut-être, les pruneaux. Non, comme je dis, là encore, le problème, c'est que vous parlez de fibres insolubles. Elles sont insolubles du moment que vous avez un intestin grêle qui fonctionne correctement. Une fois que vous avez un SIBO, elles peuvent fermenter et en fermentant, les produits de fermentation peuvent eux-mêmes ralentir le transit. D'accord, d'accord. Donc, si vous n'avez pas de SIBO, vous êtes clean. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas avoir de Lyme sans avoir un SIBO. Va-t-il interférer avec vos fibres ou pas? Là encore, je veux dire, tu sais, tu peux pas savoir tant que tu n'as pas ouvert la porte. Que pensez-vous de l'argile? Bah, je veux dire, là encore, à ce sujet, des argiles, il y en a plein, hein. Perso, voilà, si vous parlez des trucs comme l'argile verte, je pense que c'est un peu petit bras par rapport à ce qu'on est obligé de virer. Après, il y a des trucs comme la zéolite hein, qui, à mon avis, sont au même niveau que le charbon. Il y a des gens qui jurent que par la terre diatomacée, mais la terre diatomacée, c'est avant tout un antiparasitaire, quoi. Donc, Beware the Herx. Comme je dis, là encore, on va dire, il y a des subtilités. Moi, je reste à simplement charbon activé, zéolite. De mon expérience, c'est quand même les deux meilleures options si vous voulez séquestrer les toxines dans les intestins. Après, il ne faut pas oublier, hein, il faut encore que ça arrive dans les toilettes. Oui, c'est ça le truc. Tant qu'on n'est pas sorti du côlon, si j'ose dire. Bon. De nombreuses personnes croient en cette cure Clark de détox du foie. Ils sont persuadés que les cailloux
de descente, alors je vous le lis tel quel, hein, que les cailloux, virgule, de descente de garage qu'ils évacuent sont des calculs biliaires. Or, ce n'est physiologiquement pas possible. Cela m'inquiète pour eux, d'autant que les conseillers santé vendent des webinaires payants pour cette cure. Bah, je ne sais pas s'il y a une question là derrière, hein. Ben, en gros, Personnellement, donc la cure Clark, est-ce que moi je la connais pas? Est-ce que bah, moi, je l'ai lu, hein. Après, je ne, comment dire, voilà, ne l'ayant jamais pratiqué, je reste sur ma prudente réserve, hein. Le truc vraiment voilà, que j'aimerais quand même que tout le monde garde en tête, c'est que il y a une loi de Murphy qui dit tout le monde a un plan pour devenir riche qui ne marchera pas. Euh, Quand vous êtes face à Lyme, il n'y a pas de certitude, il n'y a pas de garantie. La personne qui vous offre ce genre de choses, voilà, j'aime souvent dire, celui qui vous dit qu'il a tout compris à Lyme, c'est qu'on ne lui a pas suffisamment bien expliqué. Mais c'est vrai que voilà, j'ai commencé mon parcours en pensant que les Lymés étaient tous des charbés de la tronche. J'en suis revenu. Et d'année en année, certaines de mes certitudes je veux dire, j'ai des certitudes qui sont tombées les unes après les autres. Donc, quand les gens commencent à me parler voilà, de biorésonance, d'homéopathie, d'autres trucs dans ce goût-là, j'avoue, on va dire, mon incompétence. Je suis pas ignorant. J'ai entendu parler de ces trucs-là, mais j'en sais certainement pas assez pour donner un avis supérieur à celui que vous obtiendrez au café du commerce. la phagothérapie? Ah, je vais encore me botter en touche. Perso, quand je lis le truc voilà, quand je lis le truc, ça peut sembler intéressant, mais forcément, je veux dire, vous avez on va dire, vous avez des micro-organismes multiples qui travaillent en équipe pour vous démolir votre organisme. Euh, Avoir quelque chose de ciblé sur une espèce ou une autre, moi, comment dire, ça me semble pas, on va dire, enfin, ça pourrait être éventuellement inclus dans un truc avec un spectre un petit peu plus large, mais je pense pas que ce soit la panacée. Bon, tout le monde n'a pas vu ma page Facebook, je suppose, mais profitez-en pour aller la voir. Le dernier article que j'ai mis, c'est le mythe de la balle en argent. Je pense que ça explicite, ça, voilà, l'opinion que je donne dans cet article répondra à la question. D'accord. Quid de la malarone? Quid de la Malarone? Bah, je veux dire, là, une fois de plus, c'est un truc qui a fait la preuve de son efficacité. C'est un truc qui est, on va dire, qui pourrait, enfin, qui dans un monde idéal devrait faire partie de la pharmacopée utilisable dans le cas de Lyme. Mais c'est difficilement disponible. Ça a un prix prohibitif. De dire, et encore, hein, en France, c'est pas comme aux États-Unis, hein. Aux États-Unis, ils appellent ça l'or liquide, hein, c'est pas pour rien. Je crois, c'est celle-là qui s'appelle l'or liquide. Bon, bref, je digresse. Le problème, en fait, c'est que bien entendu, les antipaludéens de synthèse pourraient servir, mais on est confronté à un problème de disponibilité, hein, soit parce que c'est pas légal, soit parce que c'est trop cher, et ainsi de suite. Mais tout ce qui peut démonter de la bestiole a sa place. Ensuite, s'il faut, comment dire, faut composer avec les autres contraintes. Vous n'avez pas beaucoup parlé des probiotiques, par exemple. Ben non, parce que dans le cadre, on va dire, de notre sujet, je veux dire, les gentilles bactéries peuvent faire beaucoup de choses, mais elles ne peuvent pas vous débarrasser des toxines, hein, clairement. Là, ce serait plutôt un sujet à discuter par rapport au SIBO et autres trucs du même tenor. D'accord. Écoutez, je pense qu'on va s'en tenir là pour aujourd'hui. On a quelques questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Encore une fois, on vous remercie déjà du temps que vous avez passé avec nous. Beaucoup de messages de sympathie dans le chat pour vous. Alors, je vais pas vous Merci. les donner tous parce que sinon vous allez avoir les chevilles qui vont gonfler. Mais en gros, on est très content de vous avoir d'avoir entendu vos paroles. Même si, bien sûr, on sait bien qu'il n'y a pas de panacée universelle. On ne s'attendait pas d'ailleurs à ce qu'il y en ait. Mais vos messages sont très intéressants. Il y a quand même plusieurs fois des gens qui disent finalement, moi je serais quand même preneur.
d'un webinaire sur le SIBO. Donc, je sais pas, on va en reparler entre nous. Alors, c'est aussi une grosse montagne, hein, le SIBO. On sait bien que c'est compliqué. Il n'y a pas de SIBO pareil, sans doute. Et puis, mais bon, peut-être que ça vaudrait peut-être la peine d'essayer de. Comme je dis, c'est bon, autant en ce qui concerne Lyme, hein, je me considère maintenant comme le genre de vétéran qui peut se permettre d'étaler sa science. C'est vrai que en ce qui concerne le SIBO, voilà, il y a des gens comme Antonello Doro, Denis Richet, qui sont quand même plus. Non, mais on resterait dans le cadre de Lyme, hein. De toute façon, nous, on est forcément dans ce cadre-là, hein. Lyme et les MVT en général, quoi. Ouais, mais bon, voilà, c'est simplement pour des raisons personnelles, je pense vraiment que je peux pas faire ce genre de truc plus D'accord, d'une fois d'accord. tous les 6 mois. Non, non, Honnêtement, mais attendez, on n'est pas des staccanovistes, hein, c'est ça du peut être gros l'année boulot. prochaine. Non, mais bien sûr, bien sûr. On vous remercie encore une fois de votre gentillesse, de votre temps. Je pense qu'on peut Non, applaudir Monsieur non, Marion. s'il vous plaît, voilà, je veux dire, il fait chaud, mes chevilles sont déjà bien gonflées comme ça, donc Donc, arrêtez. Voilà, mon boulot, ça reste avant tout justement de vous donner les armes pour que vous arriviez à survivre à cette bestiole. Donc voilà, c'est bon pour ma mission comme c'est bon pour vous. Voilà. Il y a un bénéfice pour tout le monde, clairement. encore merci. Et puis, bon, pour les personnes qui veulent en savoir plus, vous avez un site qu'ils trouveront facilement sur Comme le net. dit, ouais, voilà, le site n'est pas super. Enfin, ça explique juste un peu ma manière de travailler, mais je vous conseille vraiment la page Facebook. J'avais mis quelques Ah, d'accord. articles pour des sujets où j'avais pas trouvé justement comment dire, de biscuits. Voilà. Donc honnêtement, hein, je dois avoir fait peut-être 6 articles en un an ou quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que si vous voulez justement en savoir un petit peu plus sur votre maladie. En particulier, j'ai 2 articles qui ont eu beaucoup de succès. C'était les articles à l'attention des non-Lyme pour essayer un peu Ah, d'expliquer Lyme à ceux qui sont sur le banc des spectateurs. oui, au conjoint, par exemple, ou à l'entourage, par exemple. Voilà, conjoints, parents et autres trucs dans ce goût-là. Bon, c'est pas miraculeux, hein, mais voilà, on n'a pas toujours les mots pour expliquer à ceux qui nous entourent et qui aimeraient bien nous soutenir, mais qui ne comprennent pas Oui, pourquoi on est comme on est. oui, il y a beaucoup d'incompréhension, on le voit bien, hein. C'est un autre combat, on va dire ça. Encore une fois, on vous remercie. Et puis, on en reparlera peut-être pour un futur plus ou moins lointain. On n'est pas du tout dans une pression vis-à-vis de vous, vis-à-vis d'autres médecins. C'est vrai qu'il y a une grosse demande, une grosse attente. D'ailleurs, ça prouve le nombre de personnes qu'on a eues aujourd'hui, le nombre de personnes qui se sont inscrites. C'est clair qu'il y a une demande, une attente en tout cas des malades. Enfin, bref, qui concerne les MVT ou les M. Nathalie, est-ce que tu avais quelque chose de particulier à ajouter pour conclure ou une dernière question, je ne sais pas. Non, pas de questions. Moi, je voulais vous remercier de cette participation et de nous avoir expliqué si bien le déroulé de tout ça. Et c'est des questions que je retrouve fréquemment dans les visios et vos expressions et les images que vous avez utilisées vont bien m'aider pour les échanges avec les autres adhérents et les autres participants. Donc, Je veux dire, euh, c'était génial. ah bah, tant mieux. Comme dit, à ce stade, hein, c'est vraiment important d'essayer de rendre les connaissances sur Lyme aussi accessibles que possible, hein, parce que si on attend, on va dire que les thérapeutes emboîtent le pas. Voilà, je veux dire, ouais, disons que Lyme progresse entre-temps, quoi. J'ai peut-être juste une toute petite dernière question pour vous quand même, qui est vraiment assez directement liée justement au manque de médecins formés, etc. Vous, dans votre activité, est-ce que vous avez l'occasion ou est-ce que vous avez envie, entre guillemets, de participer à des formations, vous-même en tant que formateur, de médecins généralistes, par exemple? Bah, honnêtement, non. Voilà. Alors là, on va tout de suite sortir du cadre du politiquement correct, hein. Clairement, c'est pas faute d'avoir essayé, hein. Je veux dire, au début, j'ai pris mon bâton de pèlerin pour essayer, on va dire, de faire prendre conscience à mes confrères du problème. Et non, en fait, le problème,
Ça va paraître un peu brutal, mais si vous voulez vraiment traiter Lyme, vous ne pouvez pas penser comme un médecin. C'est con, hein, mais honnêtement, ce qui m'a permis d'en arriver là où je suis, c'est quand j'ai abandonné ce que j'avais appris à la fac et que j'ai recommencé à me souvenir de ce que j'avais appris sur le tatami. Euh, Lyme, c'est une guerre, voilà. Mes sensei m'ont appris beaucoup plus de choses utiles que mes professeurs. Et parce qu'il faut dire, vous faites du karaté, hein, c'est ça, hein. Non, je fais du dilettante, hein. Je veux dire, j'ai jamais vraiment trop. Disons que j'ai fait du karaté, du iaido, du kendo, du Sing-Hai, brièvement, du Tai Sing. Enfin bon, bref, je ne vais pas vous Les embêter. arts martiaux, quoi, ok, ok. Mais disons que voilà, j'ai essayé un petit peu de toucher à tout et c'est vrai que c'est toujours de bonnes écoles de discipline, mais surtout, vous apprenez un truc, c'est que se battre contre un adversaire, ça implique une grosse notion d'incertitude, ça demande de la résilience, ça demande de l'adaptabilité et c'est pas des qualités que vous développez quand vous êtes à la fac de médecine. Oui, C'est ils con, ont en mais fait c'est... un prêt-à-penser qui est donné et finalement qui doit s'appliquer à tout le monde. Ben, C'est la médecine de voilà, masse, quoi, c'est clair. Ouais. Disons que actuellement la médecine est enseignée comme une religion avec ses liturgies, on va dire ses représentations et autres trucs dans ce goût-là, face à quelque chose d'aussi polymorphe hein, que Lyme. Ben, on touche en fait, enfin c'est ce que les anthropologues appellent des problèmes hors contexte. Je veux dire, on n'a tout simplement pas la grille de lecture nécessaire pour, comment dire, pour comprendre ce qu'on a en face de nous. Mhm. Voilà. Bon, écoutez, oui, allez-y, faites terminer Non, votre mais et phrase. c'est simplement, je dis, j'ai déjà discuté avec des médecins, certains étaient de bonne volonté, d'autres moins. Mais c'est vrai que le problème, c'est que chaque fois que j'essayais de leur expliquer les concepts derrière le fonctionnement de cette maladie, j'avais vraiment l'impression d'essayer de faire rentrer une cheville ronde dans un trou carré. Alors, on voit bien que le médecin, par définition, il doit avoir des certitudes, d'abord pour rassurer son malade, et des certitudes fondées sur ce qu'il a appris, alors que là, on est quand même beaucoup dans l'incertitude, beaucoup dans l'enquête, beaucoup dans la réaction, on va dire, adaptée régulièrement, même systématiquement. Enfin, en gros, on est beaucoup dans l'adaptation et dans une question de stratégie, on va dire, moyen-long Voilà. terme, quoi. Donc, Et pour, moi, je dirais, pour faire écho à ce que vous avez dit, voilà, le regretté docteur Nord, il a quand même passé beaucoup de temps à essayer de faire de la formation de médecin. Raymond aussi, hein, combien parmi tous les gens qui ont assisté à son, comment dire, à ses conférences, ont finalement repris le flambeau? Perso, je pense que voilà, au niveau pourcentage, on doit pas dépasser l'unité, quoi. Donc, j'aurais tendance à dire, on peut pas leur en vouloir, là encore, hein. Arriver à passer 10 ans de sa vie on va dire, à apprendre quelque chose et s'entendre dire par un Pékin que, en fait, tout ce que tu as appris, maintenant, il faut que tu l'oublies. C'est un sacrifice que tout le monde n'est pas disposé à faire. Pour ça que moi, je préfère, on va dire, éduquer les gens qui sont malades parce que au moins la motivation est présente. oui, et ça c'est clair. Je Voilà. confirme. Il n'y a pas forcément toujours l'énergie et la mémoire, mais il y a la motivation, ça c'est clair. L'énergie, la mémoire, on peut composer avec, hein. Mais s'il n'y a pas la motivation, honnêtement, voilà, je veux dire, je gaspille ma salive. Donc c'est vrai que je dis former les médecins. Alors, techniquement, un médecin malade, pourquoi pas, hein, mais je sais pas s'il y en a tant que ça. Il y en a quelques-uns, il y en a quelques-uns. Et on a d'ailleurs même je ne veux pas relancer la discussion, on a d'ailleurs même des médecins qui nous écrivent des lettres, eux-mêmes malades, qui nous écrivent des lettres absolument dramatiques, enfin des lettres, des mails, et qui nous donnent, enfin qui lancent des appels à l'aide, hein. Donc clairement, hein, si, il y en a, et il y en a plus qu'on ne croit, hein. Par Ouais. contre, on est aussi démunis, enfin, on est très démunis, bien sûr. Ben, comme je dis, hein, le problème, voilà, le problème, c'est que quand vous commencez à rentrer dans Lyme, vous êtes au pied de la montagne. Vous voyez le sommet et vous vous dites, j'y arriverai jamais. Hmm. Et c'est une des armes que Lyme utilise hein, pour continuer, on va dire, de croître et prospérer.
Donc, il faut garder un œil sur le sommet, il faut avancer pas à pas, et si quand tu tombes, tu te relèves, et ainsi de suite. Je dis souvent qu'une des raisons pour lesquelles je suis pas très populaire, c'est parce que moi, tout ce que j'ai à offrir, c'est de la sueur et des larmes, hein. C'est parce que c'est tout ce que Lyme vous promet quand vous décidez de lui taper dessus. Bon, bah écoutez, c'est une bonne une phrase de fin. C'est un peu Pardon. Churchill hein, qui avait dit ça, hein. Donc, bon, il a quand même gagné la guerre, hein, donc il n'y a pas de raison de ne pas y croire. Oui, 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 comme je dis, enfin, là encore, hein, pour être un petit peu plus optimiste, hein, n'oubliez pas une chose, hein, pour paraphraser les paroles du grand philosophe californien Arnold Schwarzenegger, si c'est vivant, on peut le tuer. Il faut garder Ok. ça en tête. Il y a des choses qui sont plus ou moins faciles à tuer, mais tant que vous continuez de taper, c'est elles qui continuent de perdre. Bah, écoutez, voilà une très bonne phase de fin, de phrase de fin. Voilà, On vous remercie encore une fois et puis je on vous en garde le prie. contact avec vous, bien sûr, pour une suite éventuelle sur un autre sujet, mais on a bien compris que c'est pas pour tout de suite et puis c'est Ouais, déjà extraordinaire que vous ayez passé du temps avec nous. Merci à vous. merci. Ben, je vous en prie. Bonne soirée à tous, hein. Au revoir. Merci à tous et à toutes.